Bonjour tout le monde, j'apparais, attention je vais apparaître. Hop, pouf. Bonsoir, comment allez-vous? Ravi de vous retrouver après un week-end si fatigant. Là, je vraie fatigue informationnelle. Même si on a passé la semaine sur Frenchy Shore, je dois vous avouer que j'ai eu du mal à décrocher là des émissions politiques de ce week-end, des chaînes info, etc. C'était compliqué aujourd'hui. Et oui, on va pas bien, mais on est content d'être là. Bah, c'est bien gentil. Aujourd'hui, l'actualité, bah, c'était moi déjà, j'ai sorti un épisode de Rhinocéros avec Lumi sur place. On revient sur Frenchy Shore, donc l'émission de télé-réalité de MTV et Paramount Plus, une émission sur laquelle on a quand même trouvé pas mal de trucs à dire, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire sur la télé-réalité. Je sais que, par exemple, ceux qui suivent avec attention ce que fait Monté voient que lui, il revient sur le loft. Nous, on a voulu voir ce qui se faisait maintenant, mais il y a pas mal de trucs à dire, et qu'il y a souvent un peu un mépris pour ces émissions-là, pour de bonnes et pour de mauvaises raisons. Et donc, on revient un petit peu là-dessus avec Constance Villanova, qui est journaliste, qui est spécialisée, qui nous a aidé un petit peu aussi, parce qu'elle travaille là-dessus toute l'année. Elle a même fait un bouquin là-dessus, elle. Et donc voilà, ça c'est pour le Rhinocéros, il est dispo depuis 18h. Et voilà. Sinon, ah oui, il y a eu le millième tour, c'est vrai qu'il y avait le millième tour, donc le podcast de Pagnac, de Julien Pagnac, et c'est sorti hier ça. On est pendant 2 heures avec Mr. Fox et Lumi et on revient sur l'actualité, on revient aussi et ça fait des blagues, voilà, c'est podcast typique, tu fous quatre blancs dans une pièce, tu leur donnes des micros et ils font que parler, voilà, donc c'est un podcast, mais c'est sympa, une émission culturelle, ouais. Et puis entre temps, bon, il s'est quand même passé pas mal de trucs. Alors je crois que le dernier stream c'était, alors le podcast c'est le millième tour sur vos plateformes de podcast, Spotify, je sais pas quoi, vous trouverez le millième en chiffres pour dire, vous savez, comme on dit quand t'as terminé le deuxième tour, tu fais maintenant c'est le troisième tour social et ensuite c'est le quatrième tour et voilà donc d'où le millième tour. Ça a dansé la Zumba à Lyon, pas trop, pas trop. Et cet après-midi, ouais, cet après-midi, j'étais bloqué à regarder. J'ai regardé quelle époque, mon Dieu. Oh là 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 là. Oh, ça m'a fatigué, hein. Ça m'a fatigué. Quoi d'autre? Bon, bah sinon, voilà, je racontais le programme de ce soir. On va parler de ce qui s'est passé ce week-end et la semaine dernière. Le dernier stream, c'était il y a pas si longtemps que ça. On est quand même revenu sur Crépol, Romans sur Isère et tout, mais on va y revenir un peu ce soir quand même. Et on va revenir sur le meeting des écolos qui a fait couler tant d'encre ce week-end. Parce que, bon, bah ici, vous savez, on couvre pas mal la gauche et l'extrême droite et la politique de manière générale. Donc voici le programme de ce soir. Non, puis en plus, voilà, hop. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, voilà. Hop. Reportage. Alors c'était pour ça que je voulais lire le reportage, je l'ai pas lu parce que moi j'ai vu les vidéos du meeting Europe Écologie Les Verts qui s'est tenu hier, qui est un peu le meeting de lancement de la campagne de Marie Toussaint pour les européennes. Et j'ai vu des extraits comme tout le monde et je me suis dit waouh c'est quoi ça, donc on va j'ai un peu râlé aussi parce que bon, mais je vois tout à fait la rhétorique qui a été déployée, l'idée de faire. Ça fait longtemps que je vois que notamment Marie Toussaint essaie de faire ça, déployer une rhétorique autour de la douceur, un autre monde plus doux est possible si on s'aime, etc. Le tout avec du développement personnel. Bon, ça m'interroge beaucoup, pour dire à minima. Donc on va lire 2 articles là-dessus, les 2 de Libé, un reportage de journalistes qui sont allés voir ce meeting. Regardez, voilà, Jadot, Toussaint, évidemment Marine Tondelier et Éric Piolle à côté, qui sont en train de, je sais pas, de danser. Je sais pas, c'est assez étonnant. Et ensuite, il y a un article aussi de Libé qui est sorti aujourd'hui sur les réactions à ce meeting, et je pense que les réactions sont aussi intéressantes que le meeting lui-même, je pense. Ensuite, on va aller à Romans-sur-Isère, également pour un reportage, parce que Romans-sur-Isère s'est retrouvé au cœur du débat national sur y a-t-il une guerre civile raciale en France, et Romans-sur-Isère est devenu l'épicentre de ça depuis le drame de Crépol. Donc voilà, l'attention n'est pas retombée dans la ville de la Drôme,
où plusieurs personnes d'origine maghrébine ont été agressées cette semaine. On en parle peu, c'est pour ça que je voulais vous lire cet article, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences. On en parle peu, mais depuis que la guerre a été déclarée par les réseaux fachos là, qui sont venus en masse à Romans-sur-Isère, ça je crois qu'on en a parlé dans le dernier stream, eh bien voilà, le père d'un des jeunes mis en examen dénonce les mensonges qui circulent sur la Rix, qui a provoqué la mort de Thomas à Crépol. Donc continuons à suivre ce qui se passe à Romans-sur-Isère et les conséquences de l'affaire de Crépol. Voilà, avec un reportage, Karl Lasque qui s'y est rendu pour Mediapart. Ensuite on fera une petite pause clope avec Israël-Palestine, comment Gaza est devenu un enfer. Une vidéo du Monde qui, comme toujours dans les vidéos du Monde, c'est le service vidéo du Monde, en général c'est hyper précis, hyper carré, donc vous en apprendrez peut-être plus sur comment c'est à Gaza que les choses ont fini par se passer. Et on terminera sur une analyse de Yumni Kezouf pour Mediapart. Jordan Bardella à Florence, le dédiabolisé retrouve ses démons, parce que Jordan Bardella participait en Italie ce week-end à un grand meeting des extrêmes droites européennes, aux côtés d'alliés radicaux au discours transphobes et complotistes, bien loin de la stratégie de normalisation du Rassemblement national. Et on va finir sur ensuite un article des jours, puisque, vous voyez, il y a une connexion, puisqu'on parlait de transphobie juste avant, dans les médias, une fenêtre s'est ouverte sur les discours anti-trans. Je vous en parlais, on avait lu un article là-dessus, je sais plus, il y a 2 semaines ou il y a quelques temps, c'était déjà un article des jours. Les transidentités ont envahi les magazines et la télé, d'ailleurs on en parle aussi dans le Rhinocéros de ce soir avec le programme Frenchy Shore, c'est assez exceptionnel ce programme qui est à trash, qui a plein de défauts, mine de rien aborde la question de la transidentité d'une manière un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude, y compris sur M6 par exemple, mais voilà, bien souvent c'est pour dénoncer le phénomène et stigmatiser les personnes concernées. Un article d'Élodie Hervé qui fait une série sur le genre, la vie des genres dans Les Jours. Voilà pour le programme. À quand une enquête Mediapart sur l'affaire Merdella? Oui, c'est une bonne idée. Bon, on va s'y mettre, parce que le programme il est quand même plutôt chargé. On n'a pas le temps de niaiser. Et on va commencer par le fameux meeting de Europe Écologie Les Verts qui s'est tenu donc pour ouvrir dans un article de Sacha Nelken avec des photos de Chat Gonzalez pour Libération, un meeting donc qui s'est tenu hier soir. Qui détonne un petit peu à gauche. On voit tout à fait. Je crois qu'il y a une stratégie aussi chez les alliés de la France Insoumise, les alliés de la Nupes là, les anciens alliés de la Nupes, dirons-nous maintenant, de se démarquer. L'Europe Écologie Les Verts, donc Fabien Roussel les saucisses, le PS qui veut incarner un petit peu plus la modération, et Europe Écologie Les Verts sont partis pour incarner un peu autre chose. Un peu un truc assez étonnant, en tout cas pour des gens qui ont comme moi une culture de gauche assez classique et du mouvement ouvrier. Oui, ça y est, tu es folle? Mémé, tu es folle. Oui, c'est son quart d'heure de folie, mais ça dure déjà depuis 20 minutes là. Tu pourrais avoir fini le quart d'heure de folie, Mémé. Hein? Tu veux dire bonjour, Mémé? Pas du tout, non, elle veut jouer avec les câbles qui traînent, je sais pas ce qu'elle veut faire. Bref. Je suis atome d'oxygène, je suis atome d'hydrogène, je suis l'organisme, je suis bactérie, je suis plante, je suis le champignon, je suis l'animal. Dans un Élysée-Montmartre désert, la juriste Valérie Cabanès répète une dernière fois le poème qu'elle doit réciter dans la soirée, donc là c'était les répètes de l'après-midi. L'eurodéputé David Cormand, la fable qu'il doit conter. Alors David Cormand nous a raconté une fable, d'accord. Sur la scène, le DJ Baba Flex fait résonner ses mix pendant que devant la salle de spectacle du 18e arrondissement de Paris, les premiers arrivés patientent dans le froid. Il est 17h45 ce samedi 2 décembre et le meeting Pulsation, c'était le nom du meeting, Pulsation, qui doit lancer la campagne de la tête de liste des écologistes. Je dis Europe Écologie Les Verts, maintenant ça s'appelle les écologistes, voilà, sachez-le. Marie Toussaint, donc la tête de liste. Son meeting nécessite encore quelques réglages. C'est qu'après avoir teasé aux journalistes un événement différent, avec des surprises, rien ne doit être laissé au hasard. Les portes ouvrent enfin. Les militants, avant de s'installer, se servent en drapeau Marie Toussaint 2024, pins et stickers mis à disposition. Jusque-là, tout va bien. Le nouveau sénateur et ancienne tête de liste en 2019, Yannick Jadot, échange quelques mots avec les journalistes. Il y a de la place pour faire aussi bien qu'il y a 5 ans, voilà, donc lui il est optimiste, quand la liste qu'il menait avait obtenu 13,48% des voix, croit-il, j'aime bien le croit-il. Moi aussi j'ai bien peur que
que ce meeting, enfin bon, on y reviendra, mais ne l'aide pas à faire aussi bien que la dernière fois. L'ex-candidat à la présidentielle reconnaît tout de même que le contexte politique a changé, mais l'écologie est toujours au cœur des campagnes européennes, estime-t-il. Le dérèglement climatique ne s'est pas arrêté. La salle, désormais presque remplie, on invite les militants à s'asseoir. Bon. Alors ça c'est un peu génial, parce que ça fait quand même assez longtemps qu'ils croient que parce que la planète se réchauffe, les gens vont voter écolo. Le problème c'est que ça marche pas exactement comme ça, on l'a vu quand même à plusieurs reprises. Moi je sais pas si vous avez vu, on a fait un très très bon, à mon sens, on a fait un très très bon backseat jeudi dernier, où on a évoqué, notamment avec Benoît Hamon, la question des récits. Je pense que Europe Écologie Les Verts s'est posé la même question qu'on s'est posé, à savoir, face au récit de l'extrême droite, le récit du choc des civilisations, le récit de la guerre civile raciale, le récit raciste en fait, le récit identitaire, le récit tout ce que vous voulez, nationaliste aussi, il y a peut-être moyen d'essayer de créer un autre récit. Moi je trouve que, par exemple, quand Mélenchon nous raconte la France, avec toutes les limites que ça peut avoir, c'est un autre récit. Qu'il nous donne une autre idée de ce qu'est un citoyen, qui n'est pas sur une base raciale, etc., qui nous raconte la Révolution française, c'est un récit. C'est un certain récit de la nation. Bon, quel est le récit des écolos ? Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de se demander. Leur récit, pour l'instant, ils se sont dit, on va faire un truc sur le calme, la douceur, le machin. Alors, est-ce que ça fait vraiment un récit ? Est-ce que ça fait vraiment un projet de société ? Surtout, est-ce que c'est crédible ? Est-ce que ça donne envie à des électeurs en 2023, en 2024 même plutôt, parce qu'on sera en 2024 d'ici là, dans le contexte dans lequel on est, dans un contexte hyper dur, avec une explosion de la pauvreté, avec une explosion aussi des violences racistes. Est-ce que ça suffit de dire « Oh, cool tout le monde ?» Bon, l'écologie est toujours au cœur des campagnes européennes. Là, j'ai bien peur que ce ne soit pas l'écologie qui soit au cœur de la prochaine campagne. On avait fait il y a 5 ans une émission sur les européennes. On avait regardé le grand débat des européennes organisé, alors je sais plus si c'était LCI, je crois qu'il y avait Hôtel Krief, je sais plus. On avait fait ça avec Host, et on avait constaté que tant que les journalistes ont décidé de s'en battre les couilles, tant que les journalistes ont décidé de dire on va parler, alors c'était des débats en mode Europe forteresse ou Europe passoire, immigration, le grand défi européen, nanani nanana, si les journalistes n'ont pas envie de parler d'écologie, ils parleront pas d'écologie, c'est tout. Et encore, si les élections c'était au mois d'août, en pleine enfer climatique, bon, peut-être que ça pourrait percer un petit peu. S'il y a des sécheresses, si on a soif, s'il y a des coupures d'eau dans 50 villages en France, ça pourrait peut-être percer. Mais là, au mois de mai, après l'hiver, quand les gens seront contents qu'il fasse beau, j'en doute un peu. Donc voilà, la salle est désormais presque remplie, on invite les militants à s'asseoir. Le meeting pour le vivant peut commencer. Plusieurs figures du parti se succèdent sur la scène pour disserter autour de plusieurs principes. L'humanisme, pour le maire de Grenoble, Éric Piolle. Donc là, il y a un récit, l'humanisme, c'est un grand récit, c'est un récit qui ne doit pas être très éloigné de celui de Mélenchon, sur l'humanisme. La protection, pour la députée Sandrine Rousseau. L'eurodéputé David Cormand rend hommage à l'élu Michel Rivasi, morte subitement ce mercredi à Bruxelles. L'activiste Anne-Sophie Roux, vidéo à l'appui, parle de la nécessité de protéger les écosystèmes marins. Rien de très surprenant ni de très novateur pour l'instant. Quand soudain, la musicienne Songe arrive derrière les platines pour lancer un remix de Who Runs the World de Beyoncé. La secrétaire nationale du parti, Marine Tondelier. Alors c'est ça qui m'a étonné, là je suis content d'avoir la chronologie, parce que je me disais, à la limite, si ce set de danse, parce qu'en fait ça a duré un petit peu longtemps cette histoire de danse, si ce set de danse c'était avant toutes les prises de parole qui ont suivi, politiques derrière, ça aurait pu être, bon, juste on chauffe la salle, ou alors juste après. Mais ce qui est bizarre, c'est de l'avoir mis au milieu. T'as écouté Jadot, t'as écouté machin, t'as écouté Sandrine, et derrière, bam, 20 minutes de musique, c'est étonnant, quoi. Donc la secrétaire nationale du parti, Marine Tondelier, la tête de liste Marie Toussaint et d'autres cadres écolos montent alors sur scène pour danser, avant d'être chassés à grands coups de fessiers par 3 danseuses du groupe Booty Therapy, spécialisées dans le déhanché du bassin. Après quelques minutes de représentation, les 3 jeunes femmes se transforment en professeurs, débute alors un long tuto de twerk, de booty shake et de coupé décalé, laissez vos fessiers s'envoler, position du poulet, lance les chorégraphes aux militants et aux élus positionnés au premier rang, jouant plus ou moins le jeu. Là, j'imagine Yannick Jadot qui twerk,
Mais non, mais quand je vous disais que c'est parti bizarrement ce meeting, une fois la séance terminée, Yannick Jadot plaisante avec les photographes. Combien je dois vous donner pour que les photos sortent pas, vanne-t-il. Ah ouais, mais la vanne, en fait, la vanne, elle est précise. Hein. La vanne, il sait très bien que l'image rendue va pas être zinzin. Donc là, il y a une petite vidéo qui a été tweetée donc, par la journaliste elle-même qui était là. C'était donc ça, le meeting pulsation des écologistes pour lancer la campagne du Parti pour les Européennes. On va regarder 2 secondes. Voilà, voilà. Puis la soirée reprend, comme si de rien n'était. 20 minutes, ça fait long quand même, 20 minutes de ça. La parole est donnée à l'ex-gilet jaune Priscilla Ludowski. Ludowski, à chaque fois je dis Ludowski, c'est Ludowski. Présente sur la liste écolo, donc ça c'est la prise de guerre des écolos, c'est qu'ils ont Priscilla Ludowski. À l'agriculteur Benoît Biteau ou à la chef du parti Marine Tondelier. Les écologistes montrent une nouvelle fois qu'ils excellent dans l'organisation de meetings interminables. Il est 21h15 et voilà enfin la tête de liste, Marie Toussaint, derrière son pupitre. Ses premiers mots sont pour le Mékong, devenu un des territoires les plus fragiles de la planète, l'occasion d'appeler à écouter la pulsation du vivant. Ce qui permettrait de regarder les invisibles, les oubliés, les damnés de la terre, ou de comprendre que la vie est un miracle fragile qui ne tient en somme qu'au frottement des ailes d'une abeille. Après tout, Marie Toussaint a fait de la douceur son horizon. Bon, très bien, très bien. Il n'y a pas de meilleur moment pour la douceur que quand la violence étend un voile spectral sur notre avenir, affirme l'eurodéputé pour défendre sa stratégie, que moi je trouve pas la meilleure, mais enfin bon, admettons. Pourquoi devrais-je choisir la vocifération comme mode d'expression ? Pourquoi devrais-je faire du tohu-bohu une marque de fabrique ? Une manière, encore une fois, de se distinguer des insoumis ? Pourquoi fustiger Hanouna et Pascal Praud si c'est pour parler comme eux ? Ajoute-t-elle, tout en envoyant une petite banderille aux socialistes. Alors, Raphaël Glucksmann, si tu m'entends, tu peux dire à Carole Delga d'arrêter de soutenir la 69 ? Les doubles discours sur l'écologie, ça suffit, scande-t-elle. À ses militants, la juriste prévient que la campagne des européennes ne sera pas un dîner de gala. Contrairement à 2019 où les écolos ont profité d'un contexte politique et social porteur pour l'écologie politique, ils auront cette fois-ci à faire campagne avec le vent en face. Bon, au moins, elle le sait, quoi. Elle le sait. Avec la preuve avec les résultats récents des élections aux Pays-Bas, c'est la victoire du climato-scepticisme associé aux pulsions identitaires les plus viles, grince la chef de file, dénonçant un cocktail national climato-sceptique, mais également une coalition des empoisonneurs, comprenant les macronistes, trop souvent complaisants pour empêcher l'interdiction des substances dangereuses, poursuit Toussaint. Ouais, je sais pas, ouais. Le truc de les pulsions, tu sais, ça naturalise, ça animalise l'adversaire, est-ce que ça dépolitise pas aussi un petit peu la situation qu'on est en train de vivre, de revenir comme ça au biologique ? Je trouve ça un peu chelou, tu vois. C'est un peu comme les trucs féministes pour revenir au féminin sacré, tu vois. Alors que tu peux faire du féminisme matérialiste qui, pour le coup, du coup, décrit un peu mieux les mécanismes de fonctionnement. Donc face à ce péril brun, et puis surtout c'est moins récupérable par les charlatans, quoi. Face à ce péril brun, l'initiatrice de l'affaire du siècle dit vouloir faire de l'Europe le continent de la sauvegarde écologique. Notre écologie est une cosmopolitique qui postule l'unité du vivant, reconnaît les droits de la nature et une conscience pour les animaux. Sa colonne vertébrale, la lutte contre la pauvreté. Ah, ça c'est bien. Car une Europe qui néglige les pauvres et agit sans recueillir leur avis, agit forcément contre eux, justifie-t-elle. Et puisque les plus aisés polluent plus, l'élu propose la création d'un ISF climatique européen pour mobiliser l'argent des plus riches au service de l'intérêt général écologique. Je vois bien l'idée. Et j'ai envie de vous renvoyer à la vidéo qu'on avait faite des portraits avec René Dumont. Parce que si l'écologie sans lutte des classes c'est du jardinage, ce genre de discours, ce genre de lutte de classe, parce que là c'est quand même un peu un discours de lutte de classe, hein, mais ce genre de lutte de classe sans anti-impérialisme, c'est aussi du jardinage, si vous voulez. C'est-à-dire si on ne démonte pas les mécanismes même du capitalisme prédateur, et qu'on se contente de taxer un peu plus les riches, ah bah super, on va taxer plus Bolloré sur tout le pognon qu'il fait sur l'Afrique et sur les pipelines et sur les machins Donc voilà, c'est aussi une des limites de ce truc-là. Peut-être que, et j'ai peur que les jeunes aient une conscience un peu plus aiguë
de ces mécanismes impérialistes, notamment, enfin, j'ai l'impression, moi, qu'il y a une espèce de conscience internationaliste qui est en train de d'éclore dans la nouvelle génération, auquel est associé l'antiracisme, et que ça va être compliqué de venir derrière juste dire eh ben chez nous on va refaire de l'ISF, etc. Mais donc pour y arriver, nous dit-elle encore, il faudra aller chercher chaque voix comme si c'était le dernier jour de notre combat et recommencer chaque matin comme si c'était le premier matin du monde, lance Marie Toussaint, et ce jusqu'au 9 juin. D'accord, ok, donc on va passer maintenant aux réactions. Non mais c'est très bien le jardinage. Ouais, bah oui, je sais, oui, ça c'était Jadot qui avait répondu ça. Donc les réactions sont quand même intéressantes parce que, évidemment, vous vous doutez bien, ils ont pu dire tout ce qu'ils voulaient. Moi je trouve qu'on peut déjà interroger ce qu'ils disent, mais ils ont pu dire tout ce qu'ils voulaient. Et ils n'ont pas parlé, voilà, la journaliste de Libé n'a pas parlé de l'invitation de Gaspard Koenig. Gaspard Koenig, qui est une figure un défenseur qui a un lobby libéral. Il a un think tank qui s'appelle Libre, et qui promeut le libéralisme à gogo, quoi, l'individu, la personne, etc. Donc ça aussi, un message hyper chelou, je trouve, envoyé dans un parti où, mine de rien, des cultures politiques diverses ont l'air de cohabiter, c'est-à-dire entre des libéraux bourgeois un petit peu Jadot, tu vois, et une jeune génération qui est peut-être un petit peu plus radicale et qui peut ne pas avoir peur du mot anticapitalisme, etc. Donc c'est très très bizarre d'inviter Gaspard Koenig, ça n'a pas été relevé là dans l'article de Libé, mais je me permets de vous le dire aussi. Vous voyez qui c'est Gaspard Koenig ? Ah, Sacha Nelken, c'est un monsieur. Ah, autant pour moi, pardon, Sacha Nelken. Donc, européenne, donc meeting des écolos, un cours de twerk qui fait grincer. Donc, c'est surtout le twerk qui a été noté par les commentateurs. Inséré dans la réunion, c'est bizarre là, tu vois, inséré, que ce soit au milieu, je trouve ça bizarre. Soit tu le fais avant, soit tu le fais après en mode on a fini le meeting, maintenant on va danser, ça peut se défendre. Mais au milieu, c'est bizarre. Inséré dans la réunion électorale des Verts samedi 2 décembre, un cours de boutithérapie déchaîne sarcasme et critique. La direction du parti se défend d'être déconnectée de la gravité du moment. C'est un peu ce que je leur avais dit aussi. Donc ça, c'est encore Sacha Nelken, qui apparemment maintenant est un homme, et Dominique Albertini. Alors voilà, Dominique, comment moi je sais si c'est un monsieur ou une madame, ou autre ? Je ne sais pas. Difficile d'avoir échappé à ces images si l'on s'est connecté au moins une fois à ces réseaux sociaux ce week-end, oui c'est vrai. Samedi 2 décembre à Paris, le parti Les Écologistes, ex-Europe Écologie Les Verts, lançait la campagne de sa tête de liste pour les élections européennes de 2024, Marie Toussaint. Entre deux discours plutôt convenus, le public a eu la surprise de voir débarquer sur scène 3 danseuses du groupe Boutithérapie, une troupe spécialisée dans le twerk. Le début d'un cours d'initiation pour les spectateurs invités à laisser leurs fessiers s'envoler ou à prendre la position du poulet. Bon, ça on l'a déjà vu. Les premiers rangs ont joué le jeu avec plus ou moins d'enthousiasme, le meeting a ensuite repris son cours normal. Bon. Alors ça j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le commentaire de Rachel Gara Valcarcel, qui s'est contenté d'écrire « ça va bien faire 20 minutes ». C'est bizarre, hein, mais c'est bizarre. Mais moi, ça match le truc développement personnel et tout. Ça match un peu avec. Vous savez, moi, j'avais fait la campagne quand c'était les législatives. J'étais allé faire un petit speech à la campagne de Raphaël Arnaud dans une autre circo à Lyon. Parce que il se présentait en UPES dissident contre Hubert Julien Laferrière, un ancien macroniste qui est revenu chez les Verts. Et qui récemment d'ailleurs a été accusé de corruption parce qu'il avait des liens avec des puissances étrangères qui lui auraient fait passer des petits mots, on va dire. Et on a fait meeting commun avec Poutou, Mathilde Millat, c'était assez sympa. Sous la pluie, par contre, c'était moins sympa. Et puis, j'avais aussi soutenu la candidate de ma circo, et donc, c'était Marie-Charlotte Garin. J'avais fait le meeting central, j'étais allé dire des trucs sur scène, j'étais assis à côté de monsieur le maire, et monsieur le président du Grand Lyon, là, je sais pas quoi, et on a discuté après parce que j'ai vu certains trucs dans ce meeting, j'ai vu des trucs qui m'ont un peu rappelé ça, c'est-à-dire des trucs un peu développement personnel, un peu bizarres, qui avaient été confiés il y a une partie de la campagne, en fait, qui a été confiée aux gens qui venaient de la primaire populaire.
Et donc, il y avait des espèces de méthodes d'engagement, et maintenant, je sais plus ce que c'était les exercices bizarres qu'il y avait eu, mais moi j'étais ressorti là un peu, et je me souviens après on est allé fêter le meeting dans une péniche ou je sais pas quoi, et moi j'ai passé tout mon temps à discuter avec eux en leur disant c'est bizarre vos trucs de développement personnel, c'est bizarre, et là ils me sont tombés dessus, j'étais seul contre quatre à me dire mais non c'est toi qui es pas ouvert, de toute façon il faut que la gauche change, enfin c'est aujourd'hui c'est comme ça qu'on fait, je leur disais mais on dirait des trucs d'école de commerce, je sais des méthodes ouais des trucs où je saurais même pas vous décrire, mon malaise, mais j'avais un petit malaise. Ouais, il y avait un côté XR, il y avait un côté... Et encore, XR, ils se sont radicalisés entre-temps, quoi. Mais, ouais, team building, je sais pas, motivation, ouais, je sais pas. Je saurais pas vous dire exactement ce que c'était comme truc, mais c'était bizarre, en tout cas. Et là, tu vois, en fait, moi j'avais l'impression d'une nouvelle génération qui arrivait en politique, en sortant de Sciences Po, hein, avec des méthodes un peu école de commerce, un peu bizarres. Ah oui, je me souviens un peu ce qui m'avait choqué, c'était que ah, comment dirais-je, putain, je crois que je vous l'avais peut-être déjà raconté en stream. Mais il y avait des trucs où il parlait avec des termes que moi je n'avais entendu qu'il y a très longtemps quand je travaillais dans le télémarketing. Il parlait de KPI, enfin de je sais plus quoi, de faut recontacter, faut la database, faut machin. Il parlait comme dans les startups quoi. Alors peut-être que maintenant c'est comme ça qu'il faut faire, hein, mais moi j'ai juste dit très bien faites-le, mais ne parlez pas comme ça. Ne parlez pas comme ça, c'est trop bizarre. Si on vous écoute là, et donc en fait vous avez les codes de votre milieu social. Donc vous, ça vous choque pas, parce que peut-être que dans votre milieu, le développement personnel, le parler un peu managérial, c'est pas grave, c'est normal. Ça peut même faire venir des gens. Et en fait, pour vous, c'est ça qui fait sérieux. Mais il y a plein de milieux dans lesquels ça fait débile, ça fait déconnecté, ça fait connard de start-up, ça fait plein d'autres trucs. Et voilà, booty shake thérapie, de loin, surtout quand t'es dans des luttes. En ce moment, les gens sont en train de lutter dans des luttes dures. Dans des luttes vraiment dures. Ici, on fait des manifs Palestine, on fait des manifs contre l'extrême droite. Il se passe, enfin, il y a une explosion de la pauvreté, il y a tout ça. Les jeunes, ils font toujours la queue pour des repas. Il y a des enfants à la rue. Il y a 300 000 personnes dehors. Alors, bon, évidemment, Marie Toussaint a quand même dit un mot sur la pauvreté, c'est bien. Mais comment tu mobilises un électorat populaire dont on a besoin, dont la gauche a besoin, si tu parles comme si tu étais au BDE d'école de commerce ou que tu faisais de l'humanitaire. Je sais que dans l'humanitaire, on emploie aussi des termes un peu managériaux et tout, et c'est vrai que typiquement, c'est vrai que c'est un parcours assez classique. Tu fais Sciences Po, ensuite tu fais 1 an ou 2 d'humanitaire, mais ça, c'est le parcours des gens, c'est le parcours d'une certaine classe, si vous voulez, d'une certaine classe sociale. Et voilà. Est-ce qu'il faisait du booty shake, Lénine ? Je pense pas. Ça lui aurait peut-être pas fait de mal, hein, vous me direz, mais en tout cas, c'est pas. Voilà, ça sonnait bizarre. Donc ça doit bien faire 20 minutes, nous dit Rachel Gara Valcarcel, qui est étonnée, voilà. Vous voulez pas essayer d'être utile ? Alors voilà, les réactions. S'il n'est pas interdit de trouver l'épisode festif et bon enfant, nombre d'observateurs s'en sont étonnés et ont manié le sarcasme contre la formation écolo. D'ailleurs, ce que Jadot avait un peu anticipé, on le voit dans l'article d'avant, quand Jadot dit « j'espère que les photos elles vont pas sortir », il comprend que le message envoyé, il est bizarre, quoi. D'autres, y compris à gauche, se sont désolés de l'image renvoyée à l'extérieur, selon eux, celle d'un parti immature, peu professionnel et coupé de la gravité de l'époque. Moi, j'aurais pas dit immature et peu professionnel. J'aurais vraiment dit start-upisé, je sais pas. Alors, coupé de la gravité de l'époque, oui. Un peu déconnecté, quoi. J'imagine trop l'équipe de campagne bobo de Marie Toussaint en brainstorming pour casser les codes des meetings, a ironisé sur Twitter la militante écolo Camille Hachez, ex-secrétaire générale des jeunes écologistes. Ah oui, en plus, il y a même des écolos, en fait, qui ont trouvé ça cringe, quoi, un peu bizarre. Sinon, on a des fachos en roue libre, un génocide en cours, les gens qui crèvent de faim, vous voulez pas essayer d'être utile ? Donc ça, c'est l'ex-militante, l'ex-secrétaire générale des jeunes écologistes. C'est quand même assez significatif. Même réseau, même critique de la part du vidéaste de gauche Usul, c'est moi. J'ai dit l'image que renvoie le meeting d'hier est terrible, personne n'a alerté en interne, personne n'a pu stopper ce truc, interroger la pertinence de l'axe développement personnel douceur à un tel moment de détresse et de danger pour le pays, ou dans le pays. Ah bah voilà, on a gardé, mais j'avais fait une super vanne et ils l'ont pas mise, tiens. Je sais plus ce que j'ai... Attends, j'avais fait une punchline. Ah oui, j'avais dit...
Et quand on dit qu'il est minuit dans le siècle, on vous dit pas que c'est l'heure de faire la teuf. Un truc comme ça. Voilà, je vous sors ma punchline parce qu'ils l'ont pas mise. C'est ça qu'il fallait mettre. Bon, mais c'est vrai que je me posais vraiment la question. Personne n'a alerté. D'autant plus qu'on voit bien que même Jadot, il est là, il fait ouh, c'est bizarre. Peut-être Jadot, il aurait pu alerter. Peut-être qu'on avait besoin de Jadot, là, pour une fois. Dès samedi soir, alors que les premières images se diffusaient sur les réseaux sociaux, les journalistes présents recevaient sur leur téléphone les messages curieux et moqueurs d'élus du Parti Socialiste ou de la France Insoumise. C'est-à-dire que même les alliés sont là en mode oh là là, c'est bizarre vos trucs. Une cadre écologiste venue sonder la presse s'avouait peu convaincue. J'ai du mal à savoir ce que j'en pense, sachant ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et c'est une cadre écologiste qui dit ça. À ce moment, on ignore qu'un peu plus tard dans la soirée à Paris, un islamiste radical va se livrer à une attaque au couteau et au marteau près de la Tour Eiffel, faisant 1 mort et 2 blessés. Le décalage et les commentaires qu'il suscite sont assez importants pour que la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, se soit sentie forcée d'y réagir dimanche matin sur Twitter, donc qualifiant la boutithérapie de pratique qui met le sport dans ses développements personnels. Oui, mais 20 minutes, c'est long, quoi. Elle en fait un geste de résilience et d'émancipation féminine. En outre, au meeting hier, les intervenantes ont parlé de la place de la danse dans la guerre civile ivoirienne, de la place des femmes dans l'espace public, de la mobilisation du 25 novembre contre les violences faites aux femmes. Mais ouais, mais avec ce truc, si tu ramènes ça au développement personnel, parce que la résilience, pareil, c'est sur l'individu. Il y a quand même un petit côté dépolitisant, quoi. Leur message était politique et positif, et ça nous a fait un bien fou. Et pour ceux qui sont pas contents, ils devraient essayer, ça leur fera peut-être du bien, nous dit Marine Tondelier donc. Contactée par Libé, une élue écolo parisienne enfonce le clou. Non mais franchement, on nous casse les pieds pour des femmes qui dansent, on vit dans quel monde? C'est pas le premier meeting dans l'histoire où les gens dansent. Ça c'est pas faux. Au diable les critiques donc? Toujours, c'est en citation, donc elle a dit toujours au diable les critiques. Pas dit tout de même que le parti s'épargne un petit retour d'expérience dans les prochains jours. Ouais. Bon, voilà, moi je m'interroge, est-ce que c'est une dérive développement personnel qui est amenée à faire Flores et à continuer est-ce que c'est ça maintenant l'identité que se cherchent les écologistes? Est-ce que c'est ce genre de rapport un peu dépolitisant aux choses, qui renvoie vers l'individu, etc., son épanouissement je sais pas, je sais pas. C'est pas la danse, c'est aussi le discours, le positionnement. En plus, tu vois, tu pourrais leur dire, il y a quand même beaucoup à dire sur le racisme en France, des discours à faire, ou sur la Palestine, ou pareil, ça, le moment Palestine depuis le 7 octobre a déclenché une nouvelle vague d'islamophobie. On va y revenir dans l'article juste après. Mais si ta réponse c'est oui, mais alors non, parce que du coup, on a pris des danses de la Côte d'Ivoire, machin, donc du coup, c'est inclusif. Moi, j'ai envie de dire, t'as essayé, mais c'est un peu hors sujet, là. Regardez, on s'occupe quand même du racisme, vous comprenez. Je sais pas, moi, ça me convainc pas. Mais bon, je suis pas, voilà, pas forcément objectif là-dedans. Et ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, si tu dis c'est ridicule, on va te dire, ouais, bah alors c'est toi qui, en fait, tu trouves ça ridicule parce que c'est féminin, parce que t'as pas déconstruit ta blanchité, je sais pas ce qu'on va me dire. Mais bon, non, je trouve ça décalé par rapport. C'est pas comme si il y avait pas des enjeux en France là maintenant sur le racisme et surtout, je l'ai déjà dit et je le redis. Et surtout, il y a une vaste mobilisation à construire là contre ce qui est en train de se passer dans ce pays, contre le racisme, contre l'islamophobie, contre les mouvements d'extrême droite. Il y a mieux à faire que twerker, quoi. Et je dis ça vraiment très sans ironie, il y a mieux à faire. D'ailleurs, c'est ce que disait la meuf, l'ancienne secrétaire générale des jeunes écolos. Elle dit ça, elle termine là-dessus. Elle dit, vous voulez pas essayer d'être utile? Alors moi, je pense que oui, il y a peut-être des trucs plus utiles à faire. Aujourd'hui, il y avait une marche qui était un peu une marche de commémoration par rapport à la marche d'il y a 40 ans pour l'égalité et contre le racisme.
Mais là, il est temps de construire un nouveau truc, de construire de nouvelles alliances, d'arriver à parler un petit peu la langue du pays, d'arriver à parler un petit peu la langue de ce peuple de gauche qui a envie de se mobiliser, qui ne demande qu'à avoir un cadre de mobilisation. Donc un cadre, ça veut dire des slogans, ça veut dire un cadre des événements, machin. On a besoin de ça, là. On a besoin de ça, de construire ce cadre commun. J'ai vu qu'à Paris, il y avait un texte qui avait été co-signé par pas mal d'orgas parisiennes suite à ce qui s'est passé devant le Panthéon, où il y a eu des bras tendus devant le Panthéon. Alors ça, pareil, c'est un non-sujet, on n'en parle pas. C'était vendredi soir, il me semble. Et mais voilà, il faut construire une réponse à ça. Pas du développement personnel. On a passé le moment où on se développe personnellement, quoi. Là, il faudrait faire du développement collectif. En fait, je vous renvoie au OLG qu'on avait fait sur le développement personnel. Et je sais que les écologistes étaient en train de se chercher quelle est notre identité, quel est le grand mouvement auquel on peut inclure tout le monde. Ben, je suis désolé, mais avec ça, vous n'allez pas inclure grand monde. Au contraire, là, je pense que ce meeting-là a des effets, l'image que renvoie ce meeting-là, ça va avoir des effets répulsifs sur les gens. Et surtout des gens qui voudraient se coaliser autour d'enjeux. Alors oui, il y a des enjeux autour de la planète, il y a des enjeux politiques contemporains de maintenant. C'est pas vers les écolos que j'irais, moi, si j'étais un jeune, même un jeune racisé, même une femme, malgré ce qu'on nous dit là. Je pense que j'irais vers des orgas qui prennent le problème un peu plus au sérieux, qui ont l'air d'être un peu moins déconnectés, qui ont l'air d'être un peu moins dans on se développe personnellement, quoi. Enfin bon, bref. Voilà, on m'a prêté, Dany et Eraz m'ont beaucoup prêté des sympathies excessives pour Marine Tondelier. Je pense ils ont un petit peu exagéré. Mais c'est vrai que quand elle a succédé à Yannick Jadot, je me suis dit, si ça se trouve, il y a quelque chose à jouer, parce que la culture des écolos, avec tous les jeunes qui rentrent dans le parti, ou qui sont rentrés peut-être autour de Sandrine Rousseau, il y a peut-être quelque chose à construire en politisant. Je suis allé aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. J'ai essayé de parler justement de politique, de construire, d'antifascisme. J'ai essayé de parler de ça. À l'époque, je me souviens, il y a une camarade écolo de là-bas qui m'avait dit, une camarade écolo de là-bas qui, sur le moment, trouvait que j'en rajoutais. Et qui maintenant, 2 ans après, m'a dit « Non, en fait, t'avais raison de dire ça il y a 2 ans, ils sont pas du tout structurés politiquement, c'est n'importe quoi. » Bah, le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est ça, de pas se former, de pas être structuré politiquement. Ça te donne des trucs aussi à l'ouest, aussi décalés par rapport à ce qui se passe dans ce pays, en fait. Par rapport à ce que les gens vivent, par rapport à ce dont la gauche a besoin. Bon, je suis déçu. Non pas que je nourrissais d'énormes espoirs, hein. Juste, je me disais, il y a une fenêtre de tir, ça aurait été dommage de pas... En plus, il y avait la NUPES, ça aurait été dommage de pas essayer, quoi. Bon, bah là, j'ai envie de dire, allez, partez sans moi, je vais vous ralentir, quoi. Bref, partons maintenant à Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère, où on continue à mettre de l'huile sur le feu. Pourquoi on parle de Romans-sur-Isère ? Parce qu'il y a eu une expédition punitive raciste qui a été lancée après le drame de Crépol, après la rixe de Crépol. Beaucoup d'histoires qui ont circulé, des gens qui se sont chauffés, des petits fachos qui sont descendus de partout en France pour venir venger Thomas, dont on voit bien qu'il n'est qu'un prétexte. Hein. Si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre, ou c'était autre chose. Et la tension n'est pas retombée dans la ville de la Drôme, qui s'est retrouvée être l'épicentre des tensions racistes dans ce pays. Et oui, les gens qui me parlent sur WhatsApp, arrêtez, parce que ça clique. Ça clique, ça bip, ça fait des bruits de... C'est quoi ces bruits de... Bon, bref. On verra après, les gens sur WhatsApp. Arrêtez. Mais je crois qu'ils me regardent pas. Bah oui, tout le monde me regarde pas tout le temps. Ah. Donc la tension n'est pas retombée dans la ville de la Drôme, où plusieurs personnes d'origine maghrébine ont été agressées cette semaine. En fait, je voulais en parler parce que ça n'a pas cessé. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a eu le premier raid de fachos qui s'est terminé en capilotade, hein, qui était une lourde déconvenue, parce que eh bien, les services de renseignement, bon, ça je vous renvoie au dernier stream où je vous avais expliqué un petit peu pourquoi ils se sont fait gauler, comment ils se sont fait gauler et les conséquences du truc. Il y en a qui sont partis du coup direct en comparution immédiate d'ailleurs. Bon, mais ça n'a pas calmé la situation sur place, où des histoires continuent à circuler, et je vous rappelle que les fachos y étaient allés avec une liste, dont on ne sait pas comment ils l'ont obtenue, avec une liste des noms des suspects de l'affaire Crépol, et de leur domicile, c'est-à-dire celui de leur famille. Ils étaient venus avec des armes, et la liste des noms des suspects, c'est-à-dire c'était une vraie expédition punitive. Qu'en est-il maintenant ?
qu'est-ce qui se passe? Parce que cette liste, elle a circulé, ces noms sont connus. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens, pour leur famille, pour des gens qui étaient sur la liste des suspects mais qui avaient peut-être rien fait? On ne sait pas. Donc le père des jeunes hommes mis en examen dénonce les mensonges qui circulent sur la rixe qui a provoqué la mort de Thomas à Crépol. Donc Karl Lasque s'est rendu à Crépol, c'est un article de Mediapart. Oui, Zarguette, on sait de qui ils l'ont obtenu. Évidemment que c'est probablement des fuites policières. Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Un rond barré d'une croix, une croix celtique, l'emblème des fascistes français, a été peinte sur un mur de l'immeuble des Glycines, une barre à l'abandon, à l'entrée du fameux quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère, à moins que ce ne soit une cible. Samedi 25 novembre, une centaine de militants d'extrême droite venus de plusieurs villes françaises. D'ailleurs, vous avez noté, vous avez peut-être pas noté, mais Mediapart a publié un article pour expliquer pourquoi il ne dirait plus ultra-droite. Voilà, ça aussi, j'y revenais dans le dernier stream, que si vous êtes abonné à la chaîne, vous pouvez avoir accès au replay. Dans le dernier stream, je racontais pourquoi il faut utiliser le mot extrême droite et pas ultra droite, et il se trouve que hier, je crois, Mediapart a publié un papier pour dire nous n'emploierons plus le terme ultra droite, maintenant ce sera extrême droite. Ces gens sont d'extrême droite, point barre, c'est leur qualification politique, voilà. Donc samedi 25 novembre, une centaine de militants d'extrême droite, donc, venus de plusieurs villes françaises, ont convergé la nuit tombée vers ce quartier qu'ils ne connaissaient pas. Par petits groupes, avec des bombes de peinture, des cagoules, armés pour certains de battes de baseball, sur le même bâtiment abandonné, une croix gammée a été dessinée à la hâte. À 200 mètres de là, les mêmes ont tagué sur la mosquée « Justice pour Thomas », l'adolescent tué lors d'un affrontement avec des jeunes de la Monnaie à Crépol, un village des environs, le samedi précédent lors d'un bal. Dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Donc il y a eu aussi d'autres banderoles qui ont été du coup en réponse, qui ont été affichées. Vous voyez, nous sommes aussi la France, liberté, égalité, fraternité. En cherchant la guerre, ici, vous ne trouverez que la paix. Il y a des gens qui ont essayé de pacifier les choses et d'afficher d'autres slogans. Moi, je me baladais, on m'a appelé, on m'a dit « Attention, il y a un groupe d'extrême droite qui vient vers le quartier », raconte Nabil, ancien animateur social, 40 ans. Un jeune s'était pris un coup de batte de baseball du côté de la gare. Un peu plus tard, des livreurs Uber ont vu deux gars s'enfuir en courant, ils les ont suivis, attrapés, ils leur ont pris leur téléphone et dedans ils ont vu qu'il y avait des noms et des adresses des familles. Voilà, donc là ils avaient des familles. Des gens qui sont sauvages. Alors, sur l'un des portables, donc du coup, voilà, c'est des livreurs Uber qu'ont chopé les deux gars, là, parce qu'il y a deux gars, il y en a qui se sont fait choper par la police, et il y en a qui se sont fait choper par des jeunes du coin. Et ils ont chopé leur portable. Sur l'un des portables, un fil de discussion est resté ouvert. Les crouilles, ils ont pas peur de la bagarre, écrit eux. Mais toucher leur mère, ça va les briser. Il y a AA qui répond... Non frérot, pas leur mère. Donc ça, c'est les conversations entre fachos qui ont été interceptées sur un téléphone qui a été pris à un des fachos en déroute. Il faut s'en prendre à leur mère, à leur grand-père, à leur grand-mère, et leur tendre des embuscades préparées, pas partir au front comme des cons, écrit un troisième, AD. C'est leur point faible, insistent eux. Ça rebute beaucoup de gens, mais pour eux, il le faut. Donc vous voyez où ils en sont, Ils en sont en mode... en fait, si on y va en bloc comme ça pour juste attaquer le quartier, c'est nul, faut faire des embuscades et s'en prendre à leurs parents. Vous voyez le niveau dans lequel on est là. Eux résument un peu plus tard, donc voilà, expédition punitive à Romans-sur-Isère, faut que ce soit organisé comme un commando et que ça fasse des dégâts. Et ça, faut être vraiment déter et entraîné pour ça. La vengeance un contre un doit être sur les mères et les sœurs. Là, ça va les briser mentalement et psychologiquement. Ce niveau de psychopathe, quoi. Dans un fast-food à 2 pas du quartier, Mohamed, Nabil et Abdallah, la quarantaine, lisent et relisent effarés ces captures d'écran. Je rappelle que c'est des jeunes, là, les jeunes dont on parle, ils ont 18 à 25 ans, ceux qui sont descendus pour faire la descente. Ils ont quitté le quartier après leurs études, donc là on revient à Mohamed, Nabil et Abdallah. Eux, ils ont quitté le quartier après leurs études, ils se sont éloignés à droite à gauche pour travailler, ils ont quitté Romans quelques années, mais ils n'habitent pas loin, à 5 minutes en voiture. Ils peuvent être là très vite. Ils sont en alerte. Mardi, une femme s'est fait arracher son voile dans la rue. Mardi. Mercredi, un jeune facteur d'origine maghrébine a été agressé et menacé par un groupe de 4 hommes descendus de leur voiture. Donc là, ils sont en train d'installer un climat de terreur. Ils viennent en voiture, donc plutôt que d'arriver avec un énorme front à sang et donc du coup que les flics soient appelés, maintenant ils tentent des petits raids pour terroriser, vous avez vu, un facteur d'origine maghrébine, qu'est-ce qu'il a fait? On sait pas. Une femme, donc peut-être qu'il y en a qui sont en train d'essayer d'appliquer le plan qui a été décidé par, Petit Porcinet ou je ne sais quel autre plat à base de cochon. Ces jours-ci, quand on sort du quartier, il est recommandé de faire attention.
de ne pas rester isolé pour aller faire des courses, d'être vigilant au passage piéton. Les gens ont peur de parler au téléphone. Ils se méfient de la vidéosurveillance, c'est incroyable, prévient Mohamed. Pour Thomas, tout le monde partage la douleur, dit Nabil. C'est un drame, il est de chez nous. On est tous allés au lycée du Dauphiné. Donc Nabil dit, en plus, nous, Thomas, voilà, il vient du même lycée, machin. Évidemment que si t'as un minimum d'humanité, t'as de l'empathie pour un gamin qui s'est fait poignarder dans un bal populaire, tu vois. Lundi, un hommage a été organisé dans l'établissement de Thomas en présence du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, et de la maire, les Républicains de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval. Je pense qu'on va s'arrêter un peu sur la maire du village, parce que vous avez entendu ses déclarations. Une maire pyromane, titre Mediapart là. Les jeunes qui ont été interpellés sont nés en France, leurs parents sont nés en France, rebondit Mohamed. On est en train de leur dire, vous n'êtes pas de chez nous. Être né ici, avoir ses parents qui sont nés ici, ça ne fait pas de nous des blancs. C'est où le curseur du blanc ? L'attaque du 25 novembre a tourné court, une compagnie de CRS déployée préventivement a dispersé les agresseurs et fait une vingtaine d'interpellations. 6 militants ont été condamnés en comparution immédiate à des peines de 6 à 10 mois de prison. C'est aménageable, hein, ça veut dire qu'ils sont peut-être pas allés directement en prison. À moins qu'il y ait un mandat de dépôt, je sais pas. C'est-à-dire ceux qui avaient déjà un casier, peut-être que là par contre ça peut aller direct en prison. Hein. Ici on se demande aussi à quoi joue la maire de la ville, qui s'échine depuis 10 jours à désigner le quartier comme la source de tous les maux. À quoi jouent les médias qui l'accueillent presque quotidiennement, depuis une semaine. Ouais, elle fait le tour des médias d'extrême droite et de droite, là, pour dire à tout le monde que le problème, c'est les jeunes de la monnaie, c'est les jeunes, machin. Elle met de l'huile sur le feu au lieu de nous protéger, juge Abdallah. Sur Europe 1, alors qu'un journaliste lui demande de parler de la bande armée responsable du meurtre de Thomas, Marie-Hélène Toraval soutient qu'une frange de la population du quartier refuse toute forme de citoyenneté et d'intégration. Donc voilà, elle l'affirme. Ces personnes doivent être extraites du quartier et avoir un traitement spécifique, préconise-t-elle. Puisque le ministre de l'Intérieur a parlé d'ensauvagement, ne faut-il pas appliquer d'autres méthodes sur des gens qui sont sauvages ? Suggère-t-elle sur BFM TV. Waouh ! Il y en a, ils ont voté pour elle, tu vois. C'est chaud, c'est chaud. Vous voyez comment c'est Darmanin qui a ouvert les vannes aussi, à un moment, avec son ensauvagement. Bah ouais, si c'est des sauvages, on va pas les traiter comme si c'était des égaux. On revient, c'est là où vous voyez l'histoire de la colonialité aussi de ce problème-là, c'est-à-dire il y a un traitement, la démocratie c'est la démocratie entre égaux. Si vous n'êtes pas civilisé, vous ne faites pas partie de notre monde des civilisés, pourquoi on vous traiterait comme on traite avec les mêmes droits, etc., ceux qui sont comme nous. Donc voilà, on les décrète sauvages, donc sauvages c'est pas civilisé, et s'ils sont sauvages, pourquoi les traiter autrement que comme on traitait les populations autochtones dans les colonies, voilà, c'était pas des égaux, c'était autre chose, des sauvages, des gens acivilisés. Et si on n'arrive pas à les civiliser, alors ça, on va retomber sur des discours sur l'école, les flics, etc. Hein, mais si on n'arrive pas à les civiliser, bah faut les mater, voilà. Le noyau dur de la monnaie repose sur des individus qui sont issus de parents qui étaient déjà délinquants parce que c'est une culture qui se transmet. Nous dit encore, j'imagine que c'est la mère. Hein. La mort de Thomas n'est pas un fait divers, soutient-elle. Dans ce qui s'est passé à Crépol, il y a cette dimension d'attaque qui ressort. Donc là elle ressort carrément la dynamique, la rhétorique de Éric Zemmour. Éric Zemmour, je pense que pour tout vous dire, on travaille déjà sur un épisode de Rhinocéros. Là, c'est bon, on a regardé Frenchy Shore, c'était sympa, mais on va peut-être devoir parler quand même de ça. Et moi, du coup, j'ai re-regardé le fameux discours de l'université d'été d'Éric Zemmour, qui disait, donc de Reconquête, qui disait qu'en gros, il fallait politiser ces faits divers-là. Ce ne sont pas des faits divers. Regardez, les féministes ont réussi à le faire. C'est-à-dire que quand une femme se fait tuer par son mari, ils ont trouvé un mot, elles appellent ça féminicide. Il faut qu'on arrive à faire pareil, qu'on politise le moindre fait divers et qu'on dise ça n'est pas un fait divers, c'est un francocide. Or, c'est exactement ce que nous dit la maire de Romans-sur-Isère. La mort de Thomas n'est pas un fait divers, soutient-elle. Ce qui s'est passé à Crépol, il y a cette dimension d'attaque qui ressort. Donc voilà, c'est un point de guerre raciale, c'est un exemple de la guerre raciale qui est en train de se dérouler sur notre sol. Alors si vous voulez voir une guerre raciale, vous allez à Gaza. Hein. Là, il y a une guerre raciale à grande échelle, avec des armes, avec des bombes, avec des enfants sous les décombres, etc. Ça, il me semble que c'est plus de l'ordre du fait divers, oui, ce qui s'est passé avec Thomas. Mais je vous renvoie encore au dernier stream. Elle enchaîne les éclats depuis 5 jours, commente un élu d'opposition. C'était d'abord la racaille, les sauvages, puis les barbares. Elle est en roue libre. Elle pense que c'est une opportunité pour elle. Personne ne la remet en question là-dessus pour le moment. Bah oui, la pauvre, si elle est...
invitée sur toutes les chaînes, enfin elle est en train de vivre sa meilleure vie, elle. Et elle utilise le truc à fond. Personne n'avait jamais entendu parler de la mère de Romance Cerisière jusque-là. Les propos de l'élu, ancienne professeure de marketing, c'est les pires ça, décrite comme un mélange de Balkany et de Vauquier, dont elle a rejoint la majorité au conseil régional, sont en tout cas repris et salués par Éric Zemmour et Marion Maréchal. Voilà. C'est que la maire réclame aussi que le caractère raciste de l'attaque soit reconnu par la justice. Le procureur a indiqué que sur 100 cas... En fait, voilà, va y avoir un... Ah bah, c'est une élue de droite, de Vauquier, ils ont dit. En fait, voilà, maintenant, quand tu vas... Si un blanc est tué dans n'importe quel truc, c'est ce que je disais dans le dernier stream, il y a un accident de voiture, il y en a un qui meurt dedans et qui est blanc, on va rajouter le mobile raciste sans... Qu'est-ce qu'elle en sait qu'il y a un mobile raciste, en fait? Où en est l'enquête? Qu'est-ce qu'elle en sait, elle? Elle vient juste dire que, en fait, on ne doit... L'interdit suprême dans ce pays, c'est qu'on ne doit pas tuer de blancs. Voilà. S'il y a bien une couleur de peau qui normalement devrait nous épargner la violence aveugle et les meurtres arbitraires, c'est bien d'être blanc quand même. Les Arabes, ils peuvent mourir par paquet. Ils peuvent mourir par paquet à Gaza, ils peuvent mourir sous les coups de la police, Les Arabes, vous voyez, ça m'a refait penser à... Ah putain, je vais retrouver cette vidéo de Caisse de Grève, il l'a publiée il y a pas longtemps. Vous allez voir que c'est exactement... ce à quoi je pense sur la valeur de la vie des gens et comment... mais non, caisse de grève... Ah non, c'est au pluriel. Et comment, en fait, les corps des racisés sont des corps de moindre valeur. Alors, attendez, c'est ça? Non... Oh putain, mais qu'est-ce qu'il publie, lui? Très sympa, le compte Caisse de Grève, je vous le conseille. Ah, je me souviens, c'était une vidéo avec plein de... Voilà, c'est ça, regardez. On va écouter ça. C'était par rapport à l'indifférence. Voilà, petit rappel pour mieux comprendre le traitement médiatique et l'indifférence à la souffrance des Palestiniens, la preuve par l'Ukraine. Et on va revenir au sujet juste après. Je pense que vous allez faire les liens logiques de vous-même. On voit bien ce qu'il fuit et il n'est pas question de dire est-ce que vous êtes vraiment... J'imagine que vous n'entendez rien. Moi non plus. Attendez, hop. Voilà. Des réfugiés. On est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez? Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce seront des intellectuels. Parce que ce sont des Européens de culture, même si on n'est pas dans l'Union européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine. On parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures. Il y a une différence entre les Ukrainiens qui, encore une fois, participent de notre espace civilisationnel avec des populations qui appartiennent à d'autres civilisations. On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Nous ne sommes pas face à des migrants qui vont passer dans une logique d'immigration. This isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European. Vous avez entendu ça? Sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce seront des intellectuels. Des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez? Voilà, ça je trouvais ça fort. C'est comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez? C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels c'est normal qu'il y ait la guerre. Il y a des pays dans lesquels c'est normal que les enfants meurent par paquet de 12. Il y a des vies dont on respecte moins parce qu'ils sont ils sont pas dans le même espace civilisationnel. Comment vous voulez que j'ai de l'empathie pour ces gens-là? Voilà ce qu'ils nous disent. Or, moi j'ai l'impression que c'est la même mécanique aussi là que vous avez, qui est il y a des vies qui valent moins que d'autres. Et donc c'est ça aussi c'est ça qui se cache derrière le fait de vouloir plaquer rajouter un mobile raciste à une rixe entre jeunes où il y avait une histoire de gonzesse derrière, sans doute des gens bourrés, enfin un truc de fête de village quoi. Vouloir rajouter un mobile raciste, c'est pour dire s'il y a bien un crime absolu, s'il y a bien des vies qui sont au-dessus des autres, c'est celle des blancs. Ceux qui ont les mêmes voitures, ceux qui participent de notre espace civilisationnel. Mais vous voyez bien que civilisationnel, c'est un cache-sexe pour dire racial. Et on le voit d'autant plus que là, on parle de français. De papier maintenant, nous dit-on, c'est pas des vrais français. Mais alors, vous voyez bien que le fond de l'histoire, c'est d'en revenir à la race. Voilà, donc... Ce que la maire réclame, donc, c'est que le caractère raciste de l'attaque soit reconnu par la justice. Le procureur a indiqué que sur 104 personnes auditionnées, 9 témoins ont entendu des propos hostiles aux Blancs lors de la rixe.
Mais cette circonstance aggravante n'a pas été retenue faute de preuves. En plus, ça va être quoi au stylo blanc? Est-ce que ça suffit pour dire que en fait c'est parce qu'il a été blanc qu'il a été tué? Ou est-ce qu'il n'y avait pas déjà aussi des invectives racistes qui étaient parties de l'autre côté et donc il y a eu des réponses? C'est pas non plus improbable. D'ailleurs ça aussi, l'enquête le dira. Aux yeux de la mer et d'une partie de la ville, un quartier tout entier semble donc coupable. On est un seul corps, et quand quelqu'un fait une connerie, ça compte pour tous, résume Mohamed à peine ironique. La nuit venue, le père d'un des mis en cause, déconfit, s'assoit à l'arrière de la voiture de Mohamed, un gobelet de café à la main. Il a appris qu'il y avait eu une bagarre, le dimanche matin, en prenant son café. Il était rentré chez sa mère, dit-il. Il s'est bien fait amocher, il avait des hématomes partout. Il m'a expliqué la vraie version. Donc il y a un père qui raconte ce que son fils, qui est rentré, qui lui aussi s'était fait défoncer, ou avait participé à la bagarre en tout cas, il parle doucement, les mots viennent avec émotion. Donc là, c'est un père qui raconte le récit selon son fils. Ça demande à être corroboré et tout, mais au moins c'est une autre version que le truc de guerre civile raciale, là. Mon fils avait rejoint sa copine, poursuit-il. Elle l'avait appelé pour qu'il la rejoigne. Les jeunes dansaient, ils étaient 2, 3 au début. À la fin de la soirée, quelqu'un est venu et lui a tiré les cheveux en la traitant de Chiquita. Graphie phonétique de l'espagnol Chiquita, petite fille, et titre d'un morceau de Jul, évidemment. Il a les cheveux longs, donc il y a un gamin qui s'est fait tirer ses cheveux longs en se faisant traiter de Chiquita. C'est parti de là, il s'est pas laissé faire, il s'est fait insulter, traité de sale bougnoule, voilà. On lui a dit sors et il est sorti. Dehors il y en avait qui l'attendaient, il s'est fait passer à tabac, il s'est fait éclater la tête, ils l'ont déglingué. Dehors, face à son fils et ses amis, des jeunes de 25-30 ans, pas des gamins, la majorité était sur le parking et c'est parti, dit-il. Le lendemain, il était en état de choc, il n'imaginait pas qu'il y avait un mort. Ah ouais, lui, il était juste rentré de la baston après s'être fait défoncer, et donc il y en a qui l'ont vengé, un truc comme ça. Selon lui, des gens de son côté ont aussi pris des coups de couteau. Et ceux d'en face, donc ça veut dire qu'il y a des couteaux des deux côtés. Parce que là, on nous vend la bande armée qui est arrivée pour en découdre pour des motifs raciaux, pendant que tous les autres, c'était d'aimables blancs non armés qui n'ont fait que subir. Et ceux d'en face ont fait une réunion le lendemain pour faire leur propre version, croit-il savoir. Car au début, ils n'étaient pas d'accord. Soi-disant, quelqu'un a dit « on va manger du blanc ». C'est pas possible, poursuit-il. Un de leur côté dit quelque chose et ça suffit. Mais si on est 100 à dire le contraire, ça suffira pas. Voilà, donc en gros, ils se sont peut-être arrangés pour, eux, en face, se mettre d'accord sur ce qu'il fallait dire comme témoignage aux flics après, quoi. Elle tient à ce que son fils, âgé de 20 ans, travaille dans une usine de pièces automobiles et que la majorité de ceux qui étaient là travaillent. Il allait de l'avant, en dépit de quelques erreurs qui lui semblaient derrière lui. Il aidait sa mère pour les courses, passait son permis, bref, rassurait ses parents. Les balles de village, c'est une tradition, poursuit-il. Ça fait longtemps, moi le premier, j'y allais. On sortait dans les balles, les vendredis, les samedis, il y a toujours eu des trucs racistes. Tout ce qui est en notre faveur, ils n'en parlent pas. Et dès qu'ils peuvent nous griller, ils y vont, soupire-t-il. Et il y a l'histoire des noms. Il faut faire une enquête pour savoir qui a fait fuiter les noms et les adresses. Hein. On a des menaces maintenant. Moi, j'ai pas de téléphone fixe, mais ils appellent les autres, ceux qui ont un fixe. Le mensonge va exploser sur les événements de la soirée, espère-t-il. Il y a des vidéos qui montrent les jeunes en train de danser. Maintenant, pour débloquer, il faudrait qu'il y en ait un qui parle. L'auteur du coup mortel ne voulait pas tuer, juge elle. C'était pour se défendre. Selon un communiqué du procureur, ce dernier a été formellement désigné et n'habite pas le quartier de la Monnaie, mais le centre-ville, avec sa mère. Au total, 9 jeunes sont poursuivis, 6 incarcérés. Le fils de Elle a été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée et placé en détention provisoire. Elle quitte tristement la voiture de Mohamed. Le quartier de la Monnaie semble déserté cette nuit. Jeudi après-midi, il pleut à verse sur Crépol, un petit village de 500 habitants situé à 15 km de Romans-sur-Isère. Sur une petite table, sous l'auvent de la mairie, on a posé un livre de condoléances. Les pages sont gorgées d'humidité, des messages amicaux, de l'incompréhension, de la colère. Pauvre Thomas, épreuve tragique, pas de mots, simplement horrible. Quelqu'un pense aux jeunesses bafouées, volées, détruites par l'insouciance de la violence sous toutes ses formes, au fil des générations. Des mots sont plus définitifs que d'autres. Thomas a été sauvagement assassiné par des racailles. C'est une sauvagerie. Dans la mairie, on ne veut plus rien dire. En face, un boucher et une buraliste se murent dans le silence, mécontents des médias. La salle des fêtes où a eu lieu l'affrontement est à l'écart de la route. On y accède par un passage entre les maisons et des rangées de buissons. 2 jeunes sont venus de Valence pour allumer une bougie, mais c'est compliqué à cause de la pluie. Ils s'y reprennent à plusieurs fois. Impossible, il pleut trop.
L'un d'eux est apprenti boulanger, il se dit inquiet de ce qui se passe. Les deux amis restent un instant silencieux devant la salle des fêtes, à l'abri de la pluie, sous un arbuste, puis ils repartent en voiture. Un voisin passe. Marc a été réveillé par la lumière des gyrophares la nuit des faits. Le lendemain, il a entendu une voisine parler d'un attentat. Le boucher dire qu'il y avait eu 2 morts. Et une autre voisine dire qu'il y en avait 3. Et BFM TV a frappé à sa porte. Ils m'ont demandé « Est-ce que Crépol est un village qui craint ?» raconte-t-il. Marc n'a pas répondu. Au comptoir, certains habitants clamaient qu'ils voulaient faire une descente au quartier de la Monnaie. Leur enquête était bouclée bien avant celle des gendarmes, poursuit-il. Ils disaient « On va les venger !» Tout ça n'a fait qu'accentuer les propos haineux des gens du village. Pour eux, c'est œil pour œil, dent pour dent. Après, il y a aussi de belles personnes au village, des gens posés, mais on ne s'est pas vu ces derniers jours. Vous voyez la mécanique ? En 2022, dans 4 ou 5 villages des alentours, Marine Le Pen est passée devant Emmanuel Macron au second tour. Elle a fait jusqu'à 56% à Saint-Christophe et Laris. Et le Larry. Aux prochaines élections, ça va être 70% par ici. Même sans quartier difficile, il faut se protéger, ironise Marc. Dans le centre-ville de Romans-sur-Isère, André, ancien commerçant retraité, est lui aussi remonté contre les médias. L'émotion affleure. Il est le grand-père d'un des enfants présents à la fête de Crépol. Il ne veut rien dire des faits, ne veut pas qu'on mentionne son nom, ni qu'on parle de son petit-fils, rien. Il est en colère. « On m'a parlé d'une rixe. C'est pas une rixe !» assène-t-il. Ça a tellement dégénéré, il y a eu tellement de sang partout, c'est horrible. Les enfants sont marqués à vie par les scènes qu'ils ont vues. Il y a toujours eu des bagarres, mais quand on en arrive au couteau, c'est autre chose. André dit qu'il s'est toujours opposé au Front National et il dit n'avoir aucun préjugé raciste, mais qu'il ne faut pas cacher les choses. Ça fait monter les extrêmes, soutient-il. Une rumeur relayée par les réseaux sociaux voudrait que les autorités aient caché les prénoms et les noms des suspects, alors qu'ils ne sont jamais rendus publics à ce stade de l'enquête et des gardes à vue. On aurait ainsi caché l'origine maghrébine des suspects. Et c'est désormais le racisme des suspects qu'on voudrait dissimuler. Les victimes donc, les victimes ont entendu des propos à caractère raciste, poursuit André. Donc ça c'est le vieux qui est sûr qu'il vote pas RN, mais quand même. Donc on essaie de trouver des excuses à tout. Donc maintenant, au début ils disaient on a caché le fait qu'en face c'était des Arabes, et maintenant ils disent on a caché le fait qu'ils étaient venus avec des motifs racistes. En fait, quand l'extrême droite dit des trucs, derrière, lui, il dit « Ah bah les médias n'en parlent pas ». Donc, voilà. On essaie de trouver des excuses à tout. C'est pour cette raison que, pendant la marche blanche, les ados et les familles ont refusé de parler à la presse. Ils ont mal vécu qu'on parle d'une rixe. Il n'en dira pas plus. Pour le moment, les victimes et les familles n'ont pas désigné d'avocat afin de se constituer partie civile. Les circonstances précises des faits ne peuvent être clarifiées que par un avocat, maître Bilal Akkar, qui défend l'un des mis en cause, qui n'est pas le fils de Elle. Et il confirme que les jeunes sont arrivés assez tôt, en début de soirée, et qu'ils ont festoyé de la même manière que les autres. Donc c'est pas des gens qui sont arrivés d'un coup, c'est des gens qui étaient déjà à la fête. Ils viennent sans avoir envie de violence, poursuit-il, progressivement les uns après les autres par petits groupes. Et c'est en fin de soirée que survient la bagarre, c'est au moment de la dernière musique, un morceau de Jul, Chiquita. Un des participants en aurait invectivé un autre en lui disant Chiquita, des couteaux ont été sortis et la bagarre a dégénéré à l'extérieur. Pour l'avocat, le maire de Romans-sur-Isère doit rester à la place qui est la sienne. Si l'instruction détermine un mobile raciste, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire, c'est pas à un maire de demander qu'une circonstance aggravante soit retenue. Les choses ne sont pas manichéennes, souligne maître Akkar, il y a eu des insultes dans les deux sens. Et ce n'est pas parce que dans le cadre d'une échauffourée on a eu des insultes racistes qui fusent que cela détermine un mobile raciste, juge-t-il encore. Il peut y avoir un autre mobile et tu lâches des insultes racistes parce que c'est ton vocabulaire en fait. Pour l'avocat, les circonstances du début de bagarre ne sont pas clarifiées. Et une provocation n'est pas exclue. On ne sait pas non plus qui est l'auteur du coup mortel. Si je regarde le dossier, je ne sais pas. On ne sait pas qui l'a fait, ni si celui qui l'a fait est l'un des mis en examen. Un des mis en cause a été blessé par un coup de couteau également, confirme l'avocat. Vendredi, l'inquiétude... Donc ça veut dire qu'il y a aussi des couteaux en face. Vendredi, l'inquiétude grandit dans le quartier de la Monnaie à l'approche de la prière, car les menaces n'ont pas cessé. Jeudi, elle avait une lettre anonyme dans son courrier, donc le père d'un des gamins, celui qui s'était fait défoncer. Un jour, on massacrera tous les bougnoules, race de merde, on encule Mahomet. Il a déposé plainte. La mosquée a dû mobiliser ses fidèles pour la sécurité de la prière. Le maire a dit au directeur de la mosquée que pour la sécurité, il devait se débrouiller lui-même, explique Rachid, un pilier de la communauté. C'est le séparatisme à l'envers. Un service d'ordre a été mis en place. Des gilets jaunes ont distribué aux jeunes du quartier montrés du doigt depuis 15 jours. Des gilets jaunes ont été distribués aux jeunes du quartier. Ok, on n'est pas dans un quartier nord de Marseille ici, poursuit Rachid. Il y a du petit deal, c'est vrai, mais c'est pas une plaque tournante de la drogue, contrairement à ce qui est dit. C'est pas de la délinquance comme on en voit à la télé, c'est plus des ados qui veulent se créer une vie. Rachid se rappelle que la mosquée du quartier de la Monnaie a déjà été dynamitée par un groupe d'extrême droite
il y a bien longtemps. Le 2 mai 1982, une bombe avait entièrement détruit l'édifice à quelques semaines de son inauguration par son maire à l'époque, Georges Filiou, ministre socialiste, ministre de la communication et de la culture, je crois, du début des années 80. C'est pas le maire qui avait détruit qui avait détruit la mosquée. Depuis lors, la mosquée s'est installée dans une grande maison bourgeoise, avenue du Maquis. Sa demande de permis pour construire une extension sur les terrains dont elle est propriétaire a été retoquée en août dernier. Le maire n'a jamais dit ah bah oui, si la maire c'est Romans-sur-Isère en même temps, c'est la même maire de Romans-sur-Isère. La maire n'a jamais dit vous n'aurez rien de moi, mais tout est bloqué, poursuit Rachid. Elle a nié en bloc avoir promis quoi que ce soit. C'est là où on a le sentiment qu'elle joue double jeu avec nous. C'est la même chose avec tout le quartier. Marie-Hélène Toraval laisse entendre que comprendre beaucoup trop, a été fait. On peut pas dire qu'il n'y a pas eu de moyens mis, a-t-elle explosé. Si vous regardez ce quartier, c'est un petit peu plus de 150 millions d'euros qui ont été injectés depuis 2014. En réalité, dès son arrivée à la mairie, elle a supprimé les subventions à l'éducation populaire, signale Julie Morel, tête de liste du collectif pour Romans, citoyenne écologiste solidaire aux dernières municipales. Une école a été fermée. La maison régie de quartier, une structure d'insertion de 27 emplois, a été liquidée. Dans son calcul des 150 millions injectés, la maire a intégré les aides sociales que les familles reçoivent du quartier, CAF et RSA, le coût de la caisse des écoles. Ouais, donc d'accord, ok. Samedi, au quartier de la Monnaie, les jeunes ont maintenu leur rassemblement prévu place du marché. En dépit de l'annonce de l'interdiction des manifestations par la préfecture, ils ont accroché des banderoles, des messages pacifiques, pour certains avec des cœurs, aux grilles des immeubles. Voilà, donc ça c'est les premières photos que vous avez vues. Nous sommes aussi la France. Ici, en cherchant la guerre, vous ne trouverez que la paix. Il y a aussi justice pour tous. Tous est en majuscule et en rouge et souligné. Mohamed, qui circule parmi la foule, a vu un nouveau message inquiétant sur X. Les chasseurs disent qu'ils vont aller régler la situation à la Monnaie. Si ça continue, ils pourraient faire une descente avec leurs carabines. C'est une phrase piochée par le média d'extrême droite Livre Noir dans un reportage du Figaro dans les environs de Crépol. On continue à mettre de l'huile sur le feu, s'inquiète-t-il. Voilà, un article extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant parce que ça peut complètement dégénérer, quoi. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Bon, petite... je sais pas ce que vous en pensez ici. Ouais, c'est assez glaçant. Et vous voyez à quel point la télé arrive et fout de l'huile sur le feu, la mer qui fout de l'huile sur le feu, l'extrême droite évidemment qui appelle à la guerre civile, et les autres qui s'organisent avec des fusils pendant que qu'est-ce qu'ils font les jeunes des quartiers? Ils mettent des banderoles, s'il vous plaît, soyez cool, à la Monnaie, quoi. C'est super chaud. J'ai dit X et pas Twitter, ouais, c'est vrai, je me suis fourvoyé, ouais. Ça veut dire que je fatigue, ça. Il va falloir que je refasse du café, peut-être. C'est une solution. Bon, on va se mettre une petite vidéo pour faire le point sur la bande de Gaza, et ce qu'on fait pas toujours quand on parle de ce sujet, c'est qu'on va revenir un petit peu dans le temps et expliquer pourquoi c'est dans la bande de Gaza qu'il se passe des trucs, qu'est-ce que ce territoire a de particulier, comment il est devenu ce qu'il est devenu, cette fameuse prison à ciel ouvert, et pour ça il faut faire un peu d'histoire, il faut revenir un petit peu dans le temps. Israël-Palestine, comment Gaza est devenu un enfer, c'est une vidéo du Monde, et moi je vais en profiter pour fumer une clope, chercher du coca, un truc comme ça. Je vous retrouve juste après, ça dure 10 minutes, je ferai peut-être pause quand il y a des trucs importants, mais je reste avec vous, juste c'est mon petit break. De Gaza est un territoire coupé du monde. Tout au long de cette frontière, les voisins israéliens et égyptiens ont érigé des barrières et des murs. Côté mer, un périmètre à ne pas dépasser. À l'intérieur, plus de 2 millions d'habitants pris au piège, coincés au milieu des combats entre Israël et le Hamas. Bon, j'ai complètement foiré, j'avais dû mettre un gain de malade pour l'extrait suivant. Pour l'extrait d'avant, j'avais dû mettre un gain de fou, mais là je vais enlever le gain tout simplement. Voilà, et je suis désolé, ça a dû vous exploser les oreilles. C'est ces histoires de gains là, voilà. Pourquoi sur internet tout le monde met pas ses vidéos avec le même volume audio? La bande de Gaza est un territoire coupé du monde. Tout au long de cette frontière, les voisins israéliens et égyptiens
ont érigé des barrières et des murs. Côté mer, un périmètre à ne pas dépasser. À l'intérieur, plus de 2 millions d'habitants pris au piège, coincés au milieu des combats entre Israël et le Hamas. En 2023, une attaque d'une violence inédite du Hamas contre Israël engendre une lourde riposte militaire. Cette guerre précipite la population de Gaza dans le chaos. Mais le chaos était déjà là. Avant le début de la guerre, la bande de Gaza est dans un état d'assujettissement économique absolu et dans un état d'impuissance économique absolue. Alors, concrètement, comment ce territoire survit-il depuis tant d'années? Pour manger, avoir de l'eau, travailler, se déplacer, se soigner, à quoi ressemble la vie dans le désastre humanitaire de Gaza? Pour bien comprendre ce qui se joue à Gaza, regardons qui vit derrière ces murs. 2,23 millions d'habitants dans 360 km². C'est plus de 6000 personnes au kilomètre carré contre seulement 450 en Israël. Autre particularité, ici, les gens sont jeunes. Presque la moitié de la population a moins de 18 ans. Enfin, il s'agit d'un peuple déraciné. 80% des habitants ont un statut de réfugiés. Ils sont répartis dans 8 camps gérés par l'ONU qui proposent des écoles, des hôpitaux et des centres pour femmes. Tous ces réfugiés sont les descendants des 200 000 Palestiniens chassés de leur territoire lors de la fondation de l'État d'Israël en 1948. L'importance de la part des réfugiés dans la population de Gaza, elle a un rôle politique, elle a un impact politique. Parce que les populations réfugiées sont des populations qui sont animées fondamentalement de l'envie du retour. Mais la possibilité d'un retour est loin. Les Palestiniens de Gaza ne peuvent plus circuler librement depuis 1991. À partir de ce moment, seuls les étudiants, hommes d'affaires, travailleurs en Israël peuvent sortir, à condition qu'ils aient un permis et que les points de passage de la frontière soient ouverts. Le verrouillage complet s'opère au milieu des années 2000, en 3 étapes. 2005, les colonies israéliennes quittent la bande de Gaza. 2006, le Hamas gagne les élections législatives palestiniennes. Dans la foulée, un conflit armé éclate avec le Fatah, le parti arrivé second aux élections. Le Hamas l'emporte et prend le contrôle total de l'enclave. En réaction, Israël impose un blocus à Gaza. À partir de là, les sorties vers Israël sont de plus en plus rares. Sur ce graphique, on voit qu'en 2005, 31 000 personnes sortaient chaque mois. À partir de 2008, on descend autour de seulement 4 000 par mois. Cette situation a de lourdes conséquences sur le chômage. En 2021, il est de 4,8% en Israël, 26% en Cisjordanie et 47% dans la bande de Gaza. Sans liberté de circuler, difficile de faire tourner l'économie. Elle devient entièrement dépendante de l'extérieur pour ses ressources vitales. 2279 calories par personne. Quelques mois après le début du blocus, les autorités israéliennes prennent ce chiffre et le multiplient, en gros, par le nombre de Gazaouis. C'est ce qui détermine la quantité de nourriture autorisée à entrer dans l'enclave. L'idée est de mettre les Palestiniens de Gaza sous régime, pas de les faire mourir de faim, mais on va délibérément leur donner un peu moins à manger. En théorie, 4000 camions de nourriture devaient pouvoir entrer chaque mois. Voici, par année, les moyennes mensuelles de tous les camions entrés dans la bande de Gaza depuis 2005. En août 2023, 43% transportaient du matériel de construction et 22% de la nourriture, soit
2600 camions de nourriture au lieu de 4000 pour une population qui a augmenté de 60% depuis les calculs de 2007. Dans ces calculs, les autorités israéliennes avaient d'ailleurs pris soin de déduire la production agricole locale. Mais celle-ci périclite au fil des guerres. Les champs le long de la frontière sont en première ligne en cas de bombardement et le blocus freine la modernisation du secteur. Côté israélien, les larges surfaces irriguées contrastent avec les petites parcelles des agriculteurs de Gaza. Alors, dans les premières années du blocus, une économie parallèle se développe, les tunnels. Un business florissant va se développer qui va permettre de faire venir des denrées alimentaires, des armes évidemment pour le Hamas, mais également des choses absolument imprévisibles. Certains des tunnels les plus importants étaient suffisamment larges pour faire rentrer des voitures dans la bande de Gaza. On a des photos qui montrent qu'à une époque, du bétail est rentré dans la bande de Gaza. En 2014, beaucoup de ces points de passage sont détruits. Et quelques années plus tard, Israël inaugure ce qu'il appelle le mur de fer. Sa partie souterraine, en métal, doit empêcher la construction de nouveaux tunnels. Même si de nombreux tunnels existent encore, 53% de la population souffre tout de même d'insécurité alimentaire selon les chiffres 2020-2022. L'autre gros problème de l'enclave, c'est que l'eau potable se fait rare, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, les eaux souterraines qui s'écoulent vers Gaza sont en partie interrompues par les puits creusés du côté israélien. Et l'enclave, de plus en plus peuplée, a aussi besoin de davantage d'eau. En plus, la densification urbaine imperméabilise les sols. L'eau de pluie atteint donc plus difficilement la nappe. Dans ce contexte, plusieurs études alertent sur les remontées d'eau de mer dans les stations de pompage. Enfin, le blocus rend quasi impossible la maintenance des réseaux d'assainissement. Les rejets d'eau usée polluent aussi la nappe. Plusieurs usines de dessalement ont bien été construites, mais pour les faire fonctionner, il faut du carburant. Et ça, l'enclave n'en a pas non plus, ce qui pose encore d'autres problèmes. Voici l'unique centrale électrique de Gaza. Alimentée par du carburant qui vient d'Égypte et d'Israël, elle couvre 1/3 de la consommation électrique. S'y ajoutent 2/3 venus du réseau électrique israélien. Mais cela ne répond qu'à 50% de la demande totale. Ainsi, sur l'année 2022, l'électricité n'était disponible que 12 heures par jour, en moyenne. La nourriture, l'eau, l'énergie, tout est en quantité insuffisante et en grande partie contrôlée par les voisins israéliens et égyptiens. La population de Gaza a été, malgré elle, mise dans une position de mendiante de l'aide internationale. Et c'est un drame, parce qu'il y avait dans ce territoire des capacités. Quand les colons israéliens quittent la bande de Gaza en 2005, un éditorialiste du New York Times se demande à l'époque si les Palestiniens sauront saisir cette opportunité pour construire un mini-État décent, un Dubaï sur la Méditerranée. 9 milliards de dollars de promesses de dons sont même réunis à l'époque. Étouffée par le blocus, la bande de Gaza prend la direction inverse. Plutôt que de comprendre que la bande de Gaza avait besoin de respirer, plutôt que de comprendre qu'il n'y aurait jamais de stabilité à Gaza sans un minimum de prospérité économique à Gaza, les Israéliens se sont enferrés dans une politique de châtiment collectif absolu. À cela s'ajoute un état de guerre perpétuel entre Israël et le Hamas. En 2023, elle prend une ampleur inédite. Un mois après le début de la guerre, le bilan humain côté Gaza continue d'augmenter. 1,5 million d'habitants ont fui leur domicile et s'entassent désormais dans un périmètre encore plus restreint. Avec des ressources extrêmement limitées, ils font face à une crise sanitaire majeure. Dans ce petit territoire, plus que jamais, coupé du monde.
Petite mise au point, voilà. Qui ne donne pas non plus envie de twerker, je vous l'avoue. Ça c'est. Alors on va changer de sujet complètement. Ouais, quel enfer. Bah oui, mais c'est pour ça que des gens manifestent aussi. Il y avait encore une manif hier à Paris. Il y avait Jean-Luc Mélenchon qui a fait un beau discours. Voilà, c'est quoi notre humanité commune? C'est quoi aujourd'hui, les journalistes sont en feu là à défendre Routel Krief parce que on en est à des trucs là. En gros, Jean-Luc Mélenchon a trouvé que l'interview menée ce midi sur LCI de Manuel Bompard par Routel Krief était honteuse. En gros, on l'accusait encore de je sais plus quoi. Et Mélenchon a tweeté en disant que c'était une interview honteuse. Et alors là, toute la profession des journalistes est en train de défendre Routel Krief et d'accuser évidemment Mélenchon d'antisémitisme, alors qu'il n'y avait pas de traces d'antisémitisme dans ce que disait Mélenchon. Il n'a pas dit « Ah voilà, une interview faite par une personne juive, et on voit bien le... » Il n'a pas dit ça. Il a juste dit « interview de merde ». Et... Or, tous ces journalistes qui ne trouvent rien à redire quand une cinquantaine de journalistes, de leurs confrères en fait, se font tuer dans la bande de Gaza, ils n'ont rien à dire. Et là, voilà, un mot de travers de Mélenchon, on sent, oh là là, ça touche à Routel Krief, c'est scandaleux. Et là, du coup, le corporatisme fonctionne. On aurait aimé qu'il fonctionne aussi pour ces journalistes. Très souvent, c'est des journalistes arabes, des journalistes d'Al Jazeera, qui étaient dans la bande de Gaza, ou des fameux fixeurs dont on parlait dans l'épisode de Rhinocéros sur la couverture du conflit. Et bon, là, par contre, vous voyez, on retombe sur ce truc de, il y a des vies qui valent vraiment moins que d'autres. Et c'est assez évident. Et puisqu'on parle de racistes, Jordan Bardella à Florence, le dédiabolisé retrouve ses démons. Jordan Bardella, qui participait donc en Italie à un grand meeting des extrêmes droites européennes aux côtés d'alliés radicaux au discours transphobe et complotiste, bien loin de la stratégie de normalisation du Rassemblement national. Voilà, c'est une analyse. Alors, ce n'est pas un reportage, il n'y était pas manifestement. Yumni Kezouf pour Mediapart, c'est paru aujourd'hui à 17h37. Il valait mieux ne pas se tromper de porte en arrivant à la Fortezza, la salle de congrès de Florence. Une entrée vous menait au grand salon de tatouage de la capitale toscane. Celle d'à côté permettait d'accéder au meeting des extrêmes droites européennes. Alors, il y a peut-être des stands au salon de tatouage qui permettaient de se décorer avec des motifs qui n'auraient pas déplu aux participants de l'autre salon. Mais on n'en sait rien. Mais a priori... Voilà, fallait pas se planter. 50 nuances de nationalisme réunies en Italie à l'occasion du meeting de lancement de la campagne de Matteo Salvini. L'ancien Premier ministre italien, leader de la Lega, avait invité tous ses alliés européens du groupe Identité et Démocratie pour une réunion baptisée Free Europe, sans Marine Le Pen, qui a préféré envoyer la tête de liste, Jordan Bardella, et s'est fendu d'un message vidéo, ni Geert Wilders, récent vainqueur des élections législatives aux Pays-Bas, en pleine tractation pour tenter de constituer une coalition de gouvernement. L'organisation du meeting, qui a rassemblé près de 2000 personnes, a mis Florence en émoi. Le maire, Dario Nardella, membre du Parti démocrate, s'est opposé à la venue des représentants d'extrême droite dans la ville, illuminant plusieurs bâtiments aux couleurs de l'Europe en signe de protestation. Plusieurs manifs. T'imagines, t'as tous les fachos d'Europe qui viennent pour ton meeting de fachos, là, donc d'identitaires européens. Parce que j'imagine que Identité et Démocratie, c'est toujours le groupe dans lequel, donc allié de Matteo Salvini, c'est le groupe dans lequel siège au Parlement européen le Rassemblement national. Plusieurs manifestations ont également eu lieu autour de la salle qui accueillait le ministre Matteo Salvini et ses alliés européens. Face à la presse, le leader de la Lega a exposé les axes de sa campagne pour une Europe centrée sur le travail, la sécurité et une idée de la famille bien claire. Donc travail, famille, patrie en gros. Ses adversaires, eux aussi, sont clairement désignés. Nous proposons une vision totalement différente de celle de Van der Leyen, Lagarde et Soros. Tiens, pourquoi Soros ? L'Europe des banquiers, des bureaucrates et des financiers. Salvini est coutumier de la référence complotiste au milliardaire américain George Soros, cible régulière d'attaques antisémites, supposé œuvrer pour supprimer la culture de son pays. Voilà, donc alors Soros, quand vous entendez Soros, normalement votre oreille devrait se dresser en mode... Orban l'utilise énormément. Soros, c'est le complot juif venu de l'extérieur qui vient vider le grand emplacement, tu vois, c'est quasiment organisé par Soros, et c'est pour vider les identités des pays européens. George Soros, voilà, avec la présence d'alliés européens divers, membres du groupe ID, donc Identité et Démocratie, ou aspirant à le rejoindre, ce premier meeting européen a surtout montré la radicalité des discours nationalistes de ces souverainistes européens qui siègent ensemble, parfois bien loin de l'entreprise de normalisation du Rassemblement national. Jordan Bardella, président du parti, a balayé face à la presse ces divergences.
Ça s'appelle l'Union européenne, la devise c'est « Unis dans la diversité », a-t-il défendu. Je ne cherche pas des clones, je cherche des alliés au sein du Parlement européen. Donc il dit, bon, ils sont pas exactement comme moi, hein. Aucun problème donc pour participer au meeting aux côtés de Kostadin Kostadinov, chef du parti nationaliste bulgare Renaissance. Chez eux, Renaissance, c'est directement un parti nationaliste. Ouvertement anti-LGBT et anti-Rome, le leader bulgare, pro-russe, a prononcé une diatribe autour de la théorie raciste du grand remplacement. La population de souche européenne vieillit, diminue et se fait remplacer par des personnes africaines et asiatiques, a-t-il exposé, avant de développer sa vision ethniciste. Nos peuples ont leur propre système immunitaire et veulent lutter pour leur sauvegarde. Georges Simion, représentant roumain du parti Alliance pour l'unité des Roumains, a lui dénoncé la gauche qui veut supprimer les nations et la famille naturelle, avant de convoquer l'auteur florentin Dante Alighieri. Ce que nous voyons en Europe, c'est l'enfer. Nous avons des migrants, la désindustrialisation, le déclin du christianisme, l'interdiction d'utiliser les mots père et mère. C'est un vrai enfer. Ah oui, d'accord. C'est toujours se repeindre en victime, tu te victimises d'abord parce que c'est parce que tu es victime que tu vas pouvoir, toi, déployer après des politiques hyper dures, mais c'est pas parce que tu es cruel, c'est parce que tu es victime. Vous voyez ? La veille, le leader roumain avait affirmé sa volonté de rejoindre le groupe des conservateurs radicaux d'ECR au Parlement européen, concurrent du groupe Identité et Démocratie, avant d'appeler à Florence devant les journalistes à une union des partis souverainistes au niveau européen pour lutter contre les mondialistes, les néo-marxistes et la gauche devenue folle. Je me demande bien quelle gauche il préférait, je pense qu'il aimait pas non plus les communistes. Un peu plus tard, Martin Helme, représentant estonien du parti ECR, a pris la parole. Nationaliste, défenseur de la théorie du grand remplacement, il s'était illustré en faisant le signe des suprémacistes blancs lors de son élection au Parlement estonien en 2019. À la tribune, il a fustigé pêle-mêle l'ordre libéral et les fanatiques qui soutiennent la diversité et dénoncé le transgenrisme et les migrations de masse qui ont causé la mort et la destruction des sociétés. Tonio Okamura, leader tchèque radicalement islamophobe du parti Liberté et Démocratie Directe, qui suggérait en 2015 à ses partisans d'aller promener des porcs près des mosquées, a lui aussi pris la parole. Sous les applaudissements, Okamura a dénoncé l'invasion migratoire, l'islamisation de l'Europe, appelant à stopper par tous les moyens possibles. Selon la Tribune dimanche, Jordan Bardella doit justement se rendre en République tchèque mi-décembre pour un nouveau déplacement européen en tant que tête de liste. Donc il va revoir son pote tchèque Tonio Okamura. Les orateurs se sont succédés pendant 2 heures pour dénoncer l'idéologie woke, les bureaucrates de Bruxelles et l'écologie punitive, mais surtout l'immigration massive censée menacer la civilisation européenne. Présent à Florence pour représenter le RN, Jordan Bardella a dénoncé une Union européenne ennemie de l'Europe, qui cherche à imposer l'idéologie de la décroissance civilisationnelle, agricole et industrielle. Je connaissais pas la décroissance civilisationnelle, c'est nouveau ça, c'est nouveau. Sur scène, le président du RN a surtout prononcé un discours radicalement anti-immigration dans la droite ligne de ses alliés présents à Florence. Il faudrait pas que ça détonne trop non plus. C'est parce que nous aimons l'Europe que nous refusons que notre continent devienne la proie de Washington ou de Pékin, le paillasson d'Erdogan ou l'hôtel 5 étoiles de l'Afrique, a-t-il déclaré, avant de faire référence au meurtre du jeune Thomas à Crépol, on y revient, vous voyez. Nous ne voulons pas d'une Europe où nos peuples seraient condamnés à côtoyer la barbarie, a-t-il martelé. Nous sommes chez nous, et nous voulons le rester. Nous voulons rester des Français en France, des Italiens en Italie, des Européens en Europe. Vous voyez, une Europe où nos peuples, vous voyez ce que ça veut dire, qui côtoient la barbarie. La barbarie, on en a parlé juste avant. Vous doutez bien des visages qu'il met derrière la barbarie. Et ça, c'est des barbares. Alors que la question d'un éventuel rapprochement des deux groupes d'extrême droite au Parlement européen, ID et ECR, le groupe où siège le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, agite les observateurs. Est-ce qu'ils vont fusionner tout leur groupe ? Parce qu'il me semble que Meloni et Salvini siègent pas dans le même groupe, si mes souvenirs sont exacts. Donc, est-ce que la question de la fusion agite les observateurs ? Les leaders de Fratelli ont répété leur ligne dans les médias italiens. Certaines positions au sein du groupe ID trop radicales ou pro-russes sont incompatibles avec une alliance. C'est vrai que Meloni est plutôt hyper-atlantiste, là où Salvini était plus pro-russe. Bon, ça serait peut-être ça. C'est vrai qu'au niveau du Parlement européen, du coup, tu votes pas exactement pareil. En fin de meeting, Matteo Salvini, lui, a de nouveau appelé à reproduire au niveau européen l'alliance actuellement au pouvoir en Italie, entre Fratelli, la Lega et l'ancien parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia. Ce serait une erreur fatale de diviser en Europe le centre-droit, car entre Macron et Le Pen, je choisirais toujours Marine Le Pen. Une alternative à l'Europe dirigée par la gauche est possible. Les vrais amis de l'Europe sont ici, a martelé Matteo Salvini dans un discours marqué par les références complotistes. Des gens armés de bon sens, de courage et de foi
qui infligeront une défaite à un géant qui est le vrai ennemi de l'Europe, une réalité bureaucratique, maçonnique, qui veut détruire les racines, les valeurs et l'identité de l'Europe. Nous n'avons pas peur du Goliath Soros, de ceux qui financent la destruction de notre civilisation. Donc tu vois, tu peux aller à ce meeting-là, et après aller à une grande marche contre l'antisémitisme, tu seras accueilli à bras ouverts. Hein, tu peux faire des saluts nazis devant le Panthéon, maintenant, que, en fait, c'est à Mélenchon qu'on va aller chercher des pouls sur l'antisémitisme en disant « Ah, ça rappelle les heures les plus sombres ». Moi, les heures les plus sombres, je trouve que c'est plutôt dans cette ambiance-là. Hein. C'est pas à vous ou à moi de me prononcer sur les valeurs de telle ou telle porte, que telle ou telle porte. Voilà, oui, parce que Jordan Bardella, on est venu lui demander « Mais dis donc, c'est quoi tous ces discours ?» Il a dit « Oh, c'est pas à vous ou à moi de me prononcer sur les valeurs que telle ou telle porte ». Bon, il a évacué ça quelques heures plus tôt, en amont du meeting. Parti juste avant la fin pour prendre son avion, le président du RN n'est pas monté sur scène avec ses autres alliés pour la traditionnelle photo de famille. Donc on y va parce qu'on cherche des alliés, mais faut pas trop que ça se voit. Et c'est précisément parce qu'il faut pas trop que ça se voit que Mediapart a fait un article dessus. La vraie question, c'est est-ce que c'était aux 20h de France 2 ça ? Je sais pas, je pose la question. Non mais je pose la question. Est-ce que on va voir ces images dans les grandes chaînes ? Est-ce qu'on a vu ces images sur BFM ? Est-ce qu'on a vu ces images parce que ça serait intéressant. Je pense que le public français peut trouver ça intéressant de voir tout ce que disent les alliés de Jordan Bardella. Est-ce que lui dit quand il se sent à l'aise en Italie ? Ça pourrait être une... Je demande à vérifier. Je ne sais pas si vous avez vu des sujets dessus, si vous avez vu des... Parce que voilà, il y a de ce dont on parle et ce dont on ne parle pas. Je vous renvoie évidemment à la fameuse formule de Bourdieu, le fait divers fait diversion. Ça, c'est un fait politique. Vite fait à Arte, ah oui, ça m'étonne pas, Arte c'est normal, ils sont un peu plus sur l'actualité européenne, mais en Europe, en France, il y a une vraie cécité, mais même contrairement, si vous allez au Portugal, si vous allez en Italie, si vous allez en Allemagne, si vous allez aux Pays-Bas ou en Belgique, dans les grands journaux télé, vous verrez beaucoup plus de l'actualité du Parlement européen, de l'actualité européenne, ou même de l'actualité de ce qui se passe chez les voisins. En France, on est très très franco-centré, on est très très autosuffisant en termes d'information. Ça ne nous intéresse pas ce qui se passe à côté, ça ne nous intéresse pas ce qui se passe au Parlement européen. Oui, article dans Le Monde, d'accord, mais là c'est la presse papier. Moi je parle de grands médias, que ce soit BFM TV ou le journal de France 2 ou le journal de TF1 qui invite Jordan Bardella. Ça doit l'intéresser, le journal de TF1, de savoir ce qu'il raconte quand on n'est pas là. Non ? Bon, vous avez pas vu grand chose. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'on va aussi parler de quelque chose qu'on commence à voir un peu dans les médias, c'est les discours anti-trans. On avait vite fait parler de ça dans une revue de presse il y a quelques temps, parce que, mine de rien, si les gens sont pas nécessairement super formés sur la question de la défense des droits des personnes trans, en face, à l'extrême droite, ils sont en train de s'en servir comme d'un cheval de Troie pour faire rentrer plein d'idées sur le genre, parce que, ça y est, il y a une curiosité médiatique, sauf que les seuls qui sont prêts pour aller défendre leur position, ceux qui se sont spécialisés comme la question, il y a je pense à des influenceuses, des Marguerite Stern, des Dora Muto ou quelques autres, qui se sont spécialisés dans la lutte anti-trans, contre les droits des personnes trans, et qui ne lisent que ça. Et alors qu'il y a plein de militants des droits pour les droits des personnes trans, hein, ceux-là vous allez les voir beaucoup moins. En général, quand les médias font venir des gens, ils font venir des anti-trans. Il y a même des assos qui se sont créés en France, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'Observatoire de la Petite Sirène, un truc comme ça. Donc voilà, force évidemment aux personnes concernées par ces sujets. Et voilà pourquoi on va lire cet article. Dans les médias, une fenêtre s'est ouverte sur les discours anti-trans, parce qu'on a vu que d'ailleurs dans l'article juste avant, ça fait partie de ça a été complètement ingéré par la rhétorique des mouvements d'extrême droite européens, qui en ça ne font que traduire bien souvent ce qui se passe aux États-Unis. Il y a du copier-coller parfois pur et simple, hein. Mais du coup il y a un discours tout prêt qu'il s'agit juste de plaquer, et c'est parti mon kiki. S'entendre dire, donc c'est un article des jours, du site lesjours.fr, un article d'Élodie Hervé, voilà. Entendre dire que l'on est une épidémie, c'est lourd à vivre. Lâche Thelma Linette, femme trans, gynécologue et autrice. Alors voilà, il y a tout un tas de discours sur... en général, les discours anti-trans, c'est de prendre les enfants. Voilà, de dire ce qu'on fait à nos enfants. Alors, non, tout le monde, voilà, je vous renvoie encore une fois à l'épisode de Rhinocéros qu'on a fait aujourd'hui. Je veux dire, tu dis aux gens, on s'attaque à nos enfants, oh, c'est terrible. On veut vacciner nos enfants, oh, c'est terrible. On veut montrer du porno à nos enfants, oh, c'est horrible. Voilà.
Parce qu'on a un réflexe évidemment de les enfants. Alors, il y a des enfants à la rue aujourd'hui, des mineurs isolés, il y a le nombre, là il y a une étude qui est parue il n'y a pas longtemps, c'était un peu un sujet, mais les violences sexuelles sur les enfants, pareil, pas de moyens spécifiques qui sont déployés là-dessus. Par contre, il faudrait absolument qu'ils ne commencent pas à 15-16 ans à se questionner sur leur identité de genre. Là, c'est déjà le début de la fin. Donc, il y a le dialogue, tous les thèmes sur les enfants, où là, ça bloque un petit peu la pensée de tout le monde. Il y a les thèmes sur la contagion, genre c'est une mode. En fait, c'est une mode. Ils sont en train de... Nos enfants, il y a toujours ce truc de... Ils sont vulnérables. Nos enfants sont en train d'être victimes d'une espèce de mode woke, mais qui va les mutiler, parce que ça va les forcer à changer de genre à un âge où ils sont encore vulnérables, mais c'est qu'un effet de mode. Voilà. Comme si on se lançait dans un parcours de transidentité avec légèreté, comme ça. Et comme si ces parcours étaient très faciles. Très très facile, limite tu dis une fois à ton médecin généraliste, oh là là, je sais pas le genre, et hop, il va te prescrire direct des hormones, des piqûres, alors que tu n'as que 15 ans. C'est ça qu'ils essaient de mettre dans vos têtes, alors qu'on a vu lors du la dernière fois que j'ai traité ce sujet dans cette revue de presse que les parcours sont beaucoup plus compliqués que ce qu'on veut bien le croire, même s'ils ont été simplifiés depuis Hollande, les parcours notamment de changement d'état civil, c'était ça l'article sur lequel on revenait, sont toujours très 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 compliqué, et soumis à un arbitraire du juge, tu sais pas pourquoi. Et voilà. Et donc revenons à la télé française et ce qu'elle donne à en voir. Donc le regard triste, donc Thelma, qui est une femme trans gynécologue et autrice, elle a le regard triste, elle décrit les émissions de télévision où les personnes trans sont présentées comme un phénomène de mode, Karine Le Marchand dans un documentaire M6, une contagion sociale dans une émission de la radio-télévision suisse, ou une épidémie, donc l'historienne et psychanalyste Elisabeth Roudinesco dans Quotidien sur TMC. Elisabeth Roudinesco, d'accord, merci. Psychanalyste, déjà psychanalyse, vous sentez l'arnaque, hein. Des mots qui reviennent aussi dans Le Figaro, Marianne, L'Express, Le Point. Alors là, tu fais des unes, tu sais, pour des vieux qui n'ont jamais entendu parler de ça, ils sont là, oh là 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 là, le monde devient fou. C'est très facile. Mais pas que. En mars dernier, le site de Télérama a publié un article sur la sculptrice ivoirienne Laetitia qui milite contre les droits des personnes trans, le revendique et nie l'existence du genre. Ah d'accord, il y a eu un article dans Télérama sur l'action de cette personne. Si la rédaction fait l'éloge de son travail artistique, son engagement anti-trans n'est jamais mentionné. Face au tollé, un encart laconique sera ajouté après publication. Cette obsession médiatique pour les personnes trans a été documentée par l'AJL, l'association des journalistes lesbiens, gays, bi, trans et intersexes, dans son enquête sur le sujet publiée en février 2023. Celle-ci établit que, sur l'ensemble des articles étudiés, qui parlent de personnes trans, seuls 20,9% interviewent au moins une personne trans. Ça veut dire que dans 80% des cas, vous avez des psychanalystes à la con, vous avez des je sais pas quoi, ou même le lobby, l'observatoire de la petite sirène, ou je sais pas quoi, tandis que 34,7% font référence au moins à une personne employant une rhétorique anti-trans. D'accord, donc c'est pas dans les 80%, mais c'est plutôt, il y a 15% de plus d'articles qui font référence, genre ils vont citer l'Observatoire de la Petite Sirène, Elisabeth Roudinesco, ou je sais pas quoi. Un choix qui nourrit les argumentaires transphobes, souligne la JL, qui note que, à contrario, ces médias ont beaucoup évoqué l'argumentaire de la cancel culture concernant l'autrice d'Harry Potter. J.K. Rowling, car J.K. Rowling est critiquée depuis plusieurs années, qu'elle revendique son appartenance au mouvement TERF. Le mot est un peu démonétisé aujourd'hui parce que le TERF, vous voyez, ça veut dire Trans Exclusionary Radical Feminist. C'est des gens qui se réclament du féminisme pour exclure du coup les personnes trans du mouvement féministe. Mais on voit bien qu'aujourd'hui le mot TERF semble moins collé parce qu'on en est à se demander, quand tu vois en France les militantes anti-trans, à quel point elles se rapprochent de groupes comme Némésis, de l'extrême droite, tu te demandes en fait ce qui reste de féministe là-dedans. Surtout quand ça part sur des trucs de féminin biologique, machin, c'est quand même assez éloigné de l'histoire et de la culture du mouvement féministe qui au contraire voulait sortir, libérer aussi les femmes des injonctions faites à leur corps, leur biologie, voilà. Et donc elles y reviennent justement, c'est pour ça qu'on peut commencer à se demander est-ce que c'est toujours féministe tout ça. Donc le terme TERF est un peu démonétisé, mais il se trouve que J.K. Rowling l'avait revendiqué, oui, je suis trans exclusionary radical féministe. En d'autres termes, elle refuse d'accepter que les femmes trans sont des femmes et souhaite les écarter des mouvements féministes. Elle investit ainsi une partie de sa fortune dans des projets sociaux qui excluent les personnes trans, promeut un site de goodies ouvertement TERF,
Cette prise de position a beaucoup affecté notre fils Kyrian, raconte Lee, maraîchère près de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Il a 9 ans et Harry Potter, c'est toute son enfance. À ses côtés, sa compagne Claire approuve. On voit que ça le travaille, mais c'est pas pour autant qu'il va rejeter Lee. Non, vraiment, confirme celle-ci. C'est plutôt qu'il voit ça comme une injustice envers les personnes trans. Il voit J.K. Rowling comme une femme qui a créé un univers entier dans ses livres et qui n'a rien compris à la vie. Et le gamin a 9 ans. Voilà, Lee et son fils qui ramassent des tomates dans une serre près de Brive-la-Gaillarde. Pour Karine Espineira, sociologue des médias et membre associé du laboratoire d'études du genre et de sexualité de l'Université Paris 8, cette obsession médiatique est arrivée en France aux alentours de 2015. Elle dit « On savait très bien qu'après le mariage pour tous, en 2013, on allait y passer », déclare-t-elle. Il y a eu un documentaire sur une petite fille trans en Belgique, et très vite, ça a été repris par l'extrême droite. Peu à peu, on a vu arriver des articles sourcés, mais aussi des attaques organisées. Et en 2019, les premières tribunes anti-trans ont été publiées dans la presse. Aujourd'hui, des personnes qui n'ont jamais été en contact avec des personnes trans, qui se sont autoproclamées expertes du genre, et donc des personnes trans, se sont invitées partout, alors que leurs recherches ne reposent sur aucun fait scientifique. Et nous, de l'autre côté, on a beau faire des livres, des recherches universitaires, se baser sur des recherches scientifiques, on est peu écoutés. Bah oui, parce qu'en plus, ces discours ont été aussi largement pris en charge par les éditocrates ordinaires, qui avaient déjà pignon sur rue, et qui, on le sait, n'ont pas les méthodes scientifiques qu'on va avoir dans la recherche. Donc ça a été pris en charge par aussi des espèces voilà, des psychologues, je parlais des psychanalystes tout à l'heure, des réactionnaires de tout poil, qui avec leurs méthodes habituelles ont un peu maltraité le sujet évidemment, pendant qu'on invite quand même un peu moins les gens qui ont traité sérieusement du sujet. Donc parmi les expertes autoproclamées, on retrouve Marguerite Stern, ancienne fémène, aujourd'hui devenue une des figures anti-trans en France. Moi, j'ai ma petite obsession sur le transgenrisme, reconnaissait-elle auprès du média d'extrême droite Livre Noir en juillet dernier. Elle explique refuser désormais de se dire féministe, ah bah voilà, au moins elle fait ça, par honte, colère et trahison de ce que sont devenues les luttes, et tient à se définir comme une femelle. Voyez, on revient au biologique. Face caméra, elle salue le travail de Julien Rochdy, masculiniste et ancien directeur national du Front National de la Jeunesse entre 2012 et 2014, un militant qui revendique fièrement d'être un facho sur sa chaîne YouTube. Dans son livre, donc c'est encore Marguerite Stern qui parle, dans son livre L'amour et la guerre, il aborde des sujets de fond, au sujet de la différence entre les sexes, reprend Marguerite Stern. L'ouvrage m'a apporté des éléments de réponse à certaines questions que je me posais. Bah oui, puis le conte de Thaïs Descuchon aussi pourrait apporter des réponses intéressantes. Une fenêtre s'est ouverte sur les discours anti-trans, analyse Morgan Noam, thérapeute et formateur sur les questions de genre. Cela devient de plus en plus acceptable de tenir des propos haineux envers nous, les personnes trans. Comme c'est de moins en moins politiquement correct de taper sur les homosexuels, cette haine s'est déplacée sur les personnes trans. Le discours est le même, on change juste la cible, mais c'est du réchauffé. Selon son compte Instagram, il décortique le contenu des médias français. Sur son compte Instagram, il décortique, donc là on parle de Morgan Noam, thérapeute et formateur sur les questions de genre, ou donc sur son compte Instagram, il décortique le contenu des médias français pour comprendre quels arguments sont repris, et il analyse les liens entre les collectifs qui luttent contre les droits des personnes trans et certaines rédactions. Étant moi-même une personne trans, je trouve ça important de débunker les théories conspirationnistes qui peuvent apparaître comme celles sur la soi-disant épidémie trans. Même analyse pour Karine Espineira. On a l'impression que le paysage médiatique se réduit pour nous, dit la sociologue, faisant notamment référence à certaines publications récentes, comme celle de Charlie Hebdo à l'occasion du TDOR, je crois que c'est Trans Day of Remembrance, qui est le jour où on se rappelle de toutes les victimes, en fait, les personnes trans, vous savez, qui sont exposées à des violences bien supérieures, qui ont un risque bien supérieur de se faire tuer, de plein de raisons différentes, ou même agressées. Donc il y a un jour où on se rappelle de toutes les victimes, voilà, la journée du souvenir trans. Lire l'épisode 4, la France reste un pays dangereux pour les personnes trans. Le journal satirique, donc Charlie Hebdo, on y revient, le journal satirique a alors publié un article pour expliquer que les lesbiennes seraient menacées par les transactivistes. Un néologisme tout sauf neutre, quand vous entendez transactiviste, c'est une signature pour dire qu'on ne s'attaque pas aux personnes trans, on s'attaque à ceux qui promeuvent l'idéologie trans, donc les transactivistes, un petit peu comme pour s'attaquer aux personnes gays, on ne s'attaquait pas aux personnes qui sont gays, on s'attaque aux gens qui font la promotion de l'homosexualité. Voilà, c'est le même argumentaire que vous retrouvez chez Orban, que vous retrouvez en Russie de Poutine, c'est les argumentaires anti-gays, donc là ils sont déplacés avec la même mécanique. Donc quand vous entendez transactiviste, c'est ça qu'il faut entendre, c'est ça qu'il faut comprendre. Un néologisme tout sauf neutre. Le terme transactiviste est une création linguistique des militants transphobes dans le but de donner l'impression que celles et ceux qui luttent pour les droits et la dignité des personnes trans forment un groupe d'extrémistes séparés de l'ensemble de la communauté trans.
rappelle le collectif féministe Toutes des femmes dans son guide Mythes et mensonges sur les personnes trans. Et puis c'est très drôle de penser qu'il n'y a pas de lesbiennes chez les femmes trans, ironise la réalisatrice parisienne Chloé, 33 ans. Encore une fois, on est utilisé et c'est épuisant. L'objectif de cette rhétorique est aussi d'inquiéter. En juin, Le Figaro publiait un article sur la Haute Autorité de Santé qui a lancé un groupe de travail pour évaluer la manière dont les personnes trans sont prises en charge en France. Son titre, donc il y a un article là-dessus qui y est dédié, lire l'épisode 3, l'endocrinologue m'a dit qu'il fallait que je me fasse soigner. Ça démarre bien. Son titre, comment les militants... Donc le titre du groupe de travail lancé par la Haute Autorité de Santé, c'est « Comment les militants trans ont infiltré la Haute Autorité de Santé ». Quoi ? Ah ouais. Ah, c'est chaud. Ah non, c'est le titre de l'article du Figaro. Je comprends mieux. Ok, donc la Haute Autorité de Santé a lancé un groupe de travail pour évaluer la manière dont les personnes trans sont prises en charge en France. Et pour le Figaro, c'est devenu « Comment les militants trans ont infiltré la Haute Autorité de Santé ». L'occasion pour le quotidien de droite d'outer publiquement des personnes trans et de dénigrer leur travail. On est avant tout vu comme des trans, lâche Karine Espineira, pas comme des experts ou des expertes. Notre analyse, nos recherches, tout ça ne compte pas. On est vu comme des personnes trans et puis c'est tout. Voilà, des transactivistes même. À la suite de la publication de l'article, la Haute Autorité de Santé, comme l'a révélé Arrêt sur Image, a porté plainte contre X. Voilà. Après, auprès des jours, l'institution en précise l'objet, violation du secret professionnel et mise en danger de la vie d'autrui, au moins pour l'outing et puis sans doute pour les fuites qu'il y a eu, je sais pas. Il arrive aussi que les personnes trans fassent les frais d'un manque de vérification de la part des médias. En mars dernier, Lucie, 28 ans, a vu une de ses vidéos TikTok utilisée par la RTS, la radio-télévision suisse, pour un reportage sur la détransition, un terme qui désigne le fait pour une personne trans de revenir vers son genre d'origine. Une situation peu fréquente, qui concerne souvent des personnes qui subissent des pressions de leur entourage. Ça, c'est pas beaucoup dit. On a l'impression qu'ils ont changé d'avis en mode oh, je voulais ça, mais en fait, peut-être que j'étais un peu indécis ou indécise, et en fait, je me suis fait influencer. C'est pas pour ça, en général, que les personnes arrêtent la transition, c'est parce que c'est trop dur. Pour les réactions, les réactions de la famille, les réactions de la société, ça fait beaucoup à se prendre dans la gueule d'un coup. Donc, les détransitions sont très rares, mais elles arrivent. Et en général, pour ces raisons-là, l'article nous le dit. Mais cette situation-là, les détransitions sont très très instrumentalisées, donc du coup par les autres qui disent regardez, on en revient, on s'est fait influencer, avec un objectif, laisser penser que les personnes trans regretteront leur choix plus tard. Il y a cette idée que les personnes trans sont des enfants qui ne savent pas choisir pour eux, lâche Karine Espineira. Ce qui, dans les faits, ne se vérifie pas. Ainsi, plus les personnes trans sont respectées dans leur identité de genre, moins elles se suicident, rappellent de nombreuses études, dont celle publiée en 2021 par le Journal of Adolescent Health. Le magazine de la RTS, donc à la RTS, ils ont chopé un TikTok de cette personne qui avait rien demandé. Et le magazine de la RTS parle d'une communauté souvent très jeune, qui ébranle notre société, avant d'ajouter que les transitions de genre sont parfois des voyages amers. Dans la bande-annonce, pour appuyer ses dires, la télé suisse a choisi plusieurs vidéos récupérées sur les réseaux sociaux, dont une de Lucille, donc. J'ai une amie qui a vu le teasing et qui m'a reconnu, explique-t-elle. Sauf que je suis pas du tout en parcours de détransition et que j'ai même jamais été appelé par les journalistes de la RTS. Ouais, donc même pas de respect pour les personnes, quoi. Contactée par Lucille, la RTS a fini par faire machine arrière. L'usage d'un extrait de cette vidéo dans la promotion d'un reportage sur la détransition pouvait prêter à confusion, répond la télévision suisse au jour, et l'image a été retirée de la bande de lancement ainsi que du montage final du reportage. Elle n'a donc pas été diffusée dans l'émission, conformément à l'engagement pris avec la TikTokeuse. En consultation, je reçois beaucoup de personnes trans, des jeunes majeurs qui vivent mal ce type de reportage, explique Morgan Noam, surtout ceux qui tiennent un discours transphobe. Lui cite le magazine Marianne, qui publie régulièrement des articles. Ah, ça, c'est devenu aussi un de leurs marronniers à Marianne, qui publie régulièrement des articles ou des tribunes sur la menace trans. Waouh, carrément. En juin, l'hebdomadaire a sorti un dossier entier intitulé Transgenre, l'offensive identitaire, qui parle alors d'un débat confisqué ou encore de transgenrisme, comme s'il s'agissait d'une opinion politique. Qu'on s'entende bien, on n'a pas à être pour ou contre les personnes trans, comme on n'a pas à être pour ou contre les personnes racisées, rappelle Morgan Noam. Au-delà des conséquences pour les personnes concernées, ce type de publication va aussi avoir un impact sur les proches, continue le psychologue. J'entends souvent des phrases comme « Je sais que ma mère, mon oncle regarde ou lit ça et ça va me retomber dessus, ça va encore plus encourager ma mère à ne pas m'aider pour ma transition. » Bah oui, ça affole les parents. C'est fait pour compliquer la vie des personnes qui sont en début de transition ou je sais pas quoi, et leurs parents qui font « T'es sûr, moi j'ai lu dans Marianne que t'es en train de te faire endoctriner, machin. »
Cette crainte, Lee l'a partagée aussi. C'est vrai qu'avant de l'annoncer à Claire, j'ai pris du temps pour regarder des reportages et lire des articles sur Eux Mortels, mais c'était très sensationnaliste et ça m'a fait plus peur qu'autre chose. Lee lance un regard tendre à Claire et sourit. Dehors, la pluie frappe aux fenêtres de leur maison corrézienne, l'hiver s'installe peu à peu, les derniers plants de tomates ont été arrachés et remplacés par des choux et des poireaux. Là, je suis super contente parce que pour Noël, on retourne en Angleterre pour voir ma famille et c'est la première fois que je vais les voir depuis que je suis hormoné. Je ne tiens plus en place. Quand Lee a fait son coming out à sa famille, lire l'épisode 2, ah oui d'accord, c'est pour ça que je me disais, on bloque un peu sur Lee et je sais pas trop qui c'est. Son père lui a dit qu'il ne comprenait pas du tout, mais qu'il l'aimait telle qu'elle était. À l'époque aussi, j'étais un peu perdue, reprend-elle. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je suis extrêmement heureuse et j'attends avec impatience de le voir pour apporter des réponses à ses questions et le prendre dans mes bras. En espérant que lui-même, entre-temps, n'ait pas été trop pourri parce qu'il aurait pu lire. À mon avis, la presse tabloïde anglaise doit pas être beaucoup plus glorieuse que ce qu'on a nous dans notre presse à nous, quoi. Bon voilà, très bon article aussi sur le rôle des médias dans ces questions-là, et puis les conséquences aussi terribles que ça peut avoir sur les gens en parcours de transition, ou même les gens déjà transitionnés, parce que ça entretient la transphobie, ça lui donne des fondements, ça essaie de chercher des arguments, ça repeint la transphobie en méfiance politique contre le transactivisme ou je ne sais quoi. Donc ce sont des discours qui méritent d'être critiqués pied à pied, c'est vrai. Peut-être que cette année dans Rhinocéros, on va essayer de trouver une émission comme ça, et d'interroger aussi ce qui se dit. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait 2 petites heures de revue de presse assez classique. Ce soir, donc, on a lu quelque chose sur dans Libération, sur le meeting des écologistes qui s'est tenu hier soir, je sais plus le nom de la salle, à Paris en tout cas, le meeting de lancement de la campagne de Marie Toussaint. Avec toutes les réactions que ça a suscité. Dans un deuxième article, c'est ce qu'on a regardé. Et puis ensuite, on est revenu longuement sur Romans-sur-Isère, la situation tendue de Romans-sur-Isère. Et ensuite, on a parlé un peu je vous ai passé une vidéo du Monde qui parlait un peu de Gaza. Et on a parlé de l'extrême droite en Italie. Et on a fini sur cet article des jours sur la question des personnes trans traitées dans les médias. Merci d'avoir été là. Merci de soutenir la chaîne, merci d'être toujours là quand je lance un stream, même si là en l'occurrence j'avais prévenu sur Twitter à peine quelques heures avant. En attendant, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Si vous l'avez toujours pas vu, il y a Rhinocéros qui est sorti ce soir à 18h. Il y a un épisode du 1000e tour, le podcast de Julien Pagnac qui est sorti hier. Il y a les replays de Backseat, le Backseat du jeudi qui est dispo également sur YouTube. Il s'est dit beaucoup de choses intéressantes. Moi, je l'ai dit, c'était mon émission de Backseat préférée depuis le début de l'année. Et puis cette semaine, je crois que j'ai pas de Backseat, mais nous on va travailler à mon avis sur Romans-sur-Isère, Crépol, ce qui se dit dans les médias. On va essayer de faire un rhinocéros là-dessus, sur le traitement médiatique de ces questions. Et voilà, merci d'être là. On va passer au raid. On va raider qui maintenant ? Dites-moi donc. Qu'est-ce qui fait quoi là ? Ah je vais vous envoyer chez Monté. Monté qui fait de la sexo maintenant. Vous avez un peu de sexo chez Monté. Comment on fait déjà les raids ? À chaque fois je suis à l'ouest. Ah, je suis fatigué là. C'était une grosse journée là, j'ai fait que regarder des trucs de merde. J'ai fait que regarder des émissions Quelle époque, machin, j'en peux plus. J'ai regardé par chez LCI, j'ai regardé un peu Tondelier chez France Info. Mais pareil, j'en peux plus de la. Quelle idée de faire de la critique média. Qu'est-ce que j'en ai déjà marre, quoi. Heureusement qu'il y a Loumi, merci. Elle regarde aussi pas mal de merde pour moi, histoire que j'ai pas à le faire aussi, mais j'en regarde quand même pas mal. C'est quoi ce petit son ? C'est le son de d'habitude, vous en faites pas. Mais vous dites Dany Heraz, mais vous connaissez l'adresse de la chaîne de Dany Heraz. Si vous voulez aller regarder Dany Heraz, vous allez regarder Dany Heraz. Moi, je vous propose, pour changer, d'aller voir Monté et sa copine qui parlent de sexo avec le chat. Voilà, ça change un petit peu. Alors je vous laisse là. Excellente soirée. Merci à tous. Et moi je me repose. Et puis je vais manger. J'ai pas mangé.
Ciao. Et je coupe le stream.